dans un contexte amateur. Donc je suis également éducateur d'une équipe U13. Voilà, c'est 3 entraînements par semaine et un match, une équipe première en R1. Forcément, il faut faire un certain nombre d'heures et il faut aussi être capable de s'ouvrir à d'autres choses. Donc j'ai également une équipe de jeunes et ça me permet aussi d'appliquer des choses que je vois pour mon diplôme. Donc comme je vous l'ai dit, mes missions, je vais essayer de vous montrer un petit parallèle entre le contexte amateur, où je suis responsable de la préparation physique, et un contexte professionnel que j'ai pu connaître pendant mon master en étant préparateur physique au sein d'un centre de formation, donc avec des gens quand même au-dessus de moi dans la prépa, et là où j'ai pu voir comment ça se passait et puis apprendre auprès d'eux, donc ce qui est toujours intéressant, et je vais essayer de vous faire des petits parallèles au fil du temps. Juste une petite question, Martin. Oui. Est-ce que tu as dû créer un statut de professionnel comme auto-entrepreneur pour pouvoir intervenir dans différentes structures? Alors, ça dépend. J'ai pas eu à le faire parce que c'est des contrats courts et ça nécessite pas, c'est pas assez d'heures pour l'instant pour me le demander. Mais à la longue, dans mes projets, je vais devoir le faire incessamment sous peu, effectivement. Ça, c'est un autre sujet et c'est important aussi de s'y intéresser, des statuts d'auto-entrepreneur. C'est clair que ça peut sûrement vous arriver. Donc là, je viens directement sur mes missions au sein du club. La mission principale en arrivant, c'était aussi de construire une méthodologie de travail, c'est essentiel. Ça doit nous donner une ligne directrice sur la saison et sur les saisons à venir, qu'il y a un projet qui existe au fil du temps, que je sois là ou que je parte. L'idée, c'est de laisser quelque chose et donner des billes au club pour que le projet il continue. Donc ça demande une certaine réflexion sur dans quel club j'arrive, ses objectifs, ses valeurs, son histoire. Qu'est-ce que le club attend? Quel public je vais avoir en face de moi? Qu'est-ce que le public il attend de moi? Et souvent avec les sportifs amateurs, c'est là où ça différencie des professionnels, c'est que je vais devoir faire des choix. Ce que je vais vouloir mettre en place dans la prépa pour être dans une zone optimale, ce n'est pas forcément ce que mes sportifs ils vont attendre. Ils ne vont peut-être pas avoir le niveau d'investissement que je vais leur demander pour avoir quelque chose d'optimal sur mes séances, sur la gestion de la charge et tout ce qui peut en suivre. Donc quelles infrastructures et les moyens financiers et humains. Donc ça, c'est des choses que j'ai réfléchi. Alors je vous ai mis en gros, je ne vais pas revenir sur chaque chose, mais un peu les choses que j'avais un petit peu posées au départ pour présenter au club ma méthodologie. Donc voilà, c'est un club qui était plutôt sur une branche sociale, mais qui a aussi toutes ses équipes de jeunes au plus haut niveau régional et son équipe première en R1. Donc l'idée, c'est comment fidéliser un grand nombre de pratiquants et comment aussi, sur notre partie élite, former des joueurs qui peuvent alimenter les équipes Fagnon. Le club, il veut être un club formateur et performer au plus haut niveau, donc quel que soit l'âge. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est un assez gros club. On a 650 licenciés, 36 équipes, une équipe senior, la première en R1, la B en R2. Donc ça fait un grand nombre de joueurs, et notamment de jeunes joueurs avec un niveau de pratique et une demande de développement. Et puis aussi une équipe féminine en Régional 1. Donc tout ça se développe et ça fait de nous, je pense, aujourd'hui, un des gros clubs de la région caennaise, mais avec une forte concurrence. On n'est pas les seuls, PTT, Avant-Garde, tous ceux qui sont dans le monde du foot un petit peu, Hérouville, ça fait forcément beaucoup de concurrence. Et donc voilà, le bilan du contexte que j'en avais tiré, c'est qu'on était sur quand même des sportifs amateurs avec une activité secondaire, donc seulement 3 entraînements par semaine, ce qui nous demandait de faire beaucoup de choix. Beaucoup de choix parce que je n'ai pas forcément des gens en face de moi qui sont prêts à passer leur temps à être connectés à leur activité, même s'il y a un niveau compétitif élevé. Voilà, je pense que ceux qui sont un peu dans le foot et les autres, vous avez pu le voir sur certains yeux, comme il me semble que ça existe encore, sport, loisir ou travail. On a de moins en moins de vrai amateurisme. Il faut dire les choses. Pour être concurrentiel maintenant, dès la 6e division, il faut aussi proposer un billet. Et donc on est partagé entre ça, entre des joueurs qui veulent quand même une part de compétition et se rapprocher du monde semi-pro, avec l'accès en National 3 en l'occurrence, et des joueurs qui restent amateurs, qui veulent prendre du plaisir, qui ont un travail, des études, etc.
Donc voilà, ça c'est un petit peu aussi ce que j'avais mis en place. C'est important que vous le fassiez aussi dans votre structure, et il me semble que dans vos dossiers, c'est même pas il me semble, c'est j'en suis sûr, vous faites un petit peu le bilan de tout ça, bilan financier, bilan des licenciés, démographique. Donc voilà comment ça se passe. Donc nous, dans nos équipes, on a un entraîneur, parfois on a un adjoint, on a encore du mal avec ça, pourtant avec les équipes qu'on a. Et pour la cellule préparation physique, donc moi je suis responsable, on a 3 stagiaires qui sont parmi vous aujourd'hui, et qui viennent agir justement, essayer de porter le projet. Alors là, évidemment, ce que je vous dis, c'est dans l'idéal, le projet il vient de se lancer. Ce n'est pas encore exactement ce qui se passe. Un projet, ça met du temps à se lancer. On n'a pas pu tout mettre en place dès la première année. Mais l'idée, c'est d'aider, d'accompagner aussi des jeunes comme vous dans leur formation, et puis nous aussi dans les clubs en retour, d'avoir de la main-d'œuvre et de la compétence, parce que vous êtes dans une filière où vous êtes normalement tous compétents, c'est pas normalement, c'est j'en suis sûr, avec la formation, je la connais, et vous avez tous les moyens de mettre en œuvre des choses bien. Donc, Juste une petite question, Martin. Tu dis parfois un adjoint. Pour quelle raison c'est si difficile de trouver des adjoints dans le football amateur? Et c'est compliqué, notamment quand on monte un peu en niveau, parce que les gens ils sont de plus en plus gourmands en fait. Ils demandent des frais de déplacement, mais c'est la vérité. Et ça peut se comprendre, c'est qu'à un moment, un investissement, faut qu'il y ait une monnaie d'échange, et ils demandent souvent rémunération. C'est souvent comme ça, les frais de déplacement. Donc ça, c'est compliqué. Et nos meilleures équipes jeunes, elles sont au niveau R1. Donc il y a un souci, il y a beaucoup de gens qui veulent s'investir. Il y a des gens aussi à qui on doit dire non, parce que ça peut devenir nocif en fait. Donc en filigrane, c'est le niveau de compétence que tu mets en avant. On ne demande pas à avoir des entraîneurs hyper qualifiés partout, notamment pour un rôle d'adjoint. Mais il y a des gens, on ne peut pas ouvrir la porte à n'importe qui. On entend beaucoup de bêtises, que ce soit autour des terrains de foot, mais pas que. L'analyse du père de famille qui n'a peut-être jamais joué au foot, qui va donner son avis sur tout et rien, peut-être qu'il va être nocif pour mon entraîneur qui, lui, est compétent. Ça peut vite mettre le bazar dans un groupe. Des fois, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un tout seul et compétent que d'avoir une personne dont je ne suis pas sûr de la compétence et qui peut peut-être être, entre guillemets, nocif pour le groupe et pour la saison. Donc, voilà. Juste un petit truc, tu disais que l'AMO, c'était au début de son projet. Tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Ouais, le projet préparation physique. Donc je vais venir un petit peu après, j'y viendrai plus tard, mais c'est dans la construction de mon projet pro. À la MOS, il y a eu quelques préparateurs physiques, mais seulement pour l'équipe R1. Et ça se chevauchait une année avec, une année sans, une année avec, une année sans. Mais il n'y a jamais eu de structuration de la préparation physique. Et là, les jeunes ne bénéficiaient pas de ça. Et donc moi, l'idée que j'ai eue pendant mon master, j'ai rien révolutionné, hein, j'ai surtout vu ce que j'ai vu quand je suis parti à Lyon, dans un autre club, j'y reviendrai, le Gol FC, juste au nord de Lyon, pardon. Comment structurer la préparation physique chez les jeunes et comment me vendre, comment me démarquer d'éventuellement d'autres préparateurs physiques qui ont le même parcours que moi et au même stade que moi. Comment j'ai pu me démarquer? Et moi, l'idée, c'était de présenter comment on pourrait monter une structure au sein du club, comment la pérenniser et comment donner plus de valeur sportive au club, essayer de progresser et rivaliser avec tout le vivier qu'on a à Caen et surtout en Normandie, parce que c'est souvent des gros déplacements tout autour de la Normandie quand on est en R1. Donc voilà. Et au niveau médical, voilà, pour faire la suite, on travaille aussi avec un centre. Oui, il faut le micro. Donc une question de Violette. Bonjour, donc moi je suis Henri Violette, je suis en spécialité natation, donc le football c'est pas trop mon domaine. Mais ma question, ça va un peu englober tout parce que là vous parlez d'un projet que vous avez réussi à construire avec la structure. Mais concrètement, comment vous faites? Vous demandez au directeur de la structure, aux entraîneurs? Parce que moi par exemple, en plus on est assez jeunes. Même s'ils nous prennent en sérieux en tant qu'entraîneurs, ils ne nous laissent pas trop les rênes pour construire un projet et pour vraiment dire je suis au même niveau que vous et je veux créer quelque chose avec votre structure. Ouais. Je comprends ta question. C'est hyper intéressant, mais déjà, ça se fait par les premières approches. En restant humble, il faut toujours avoir confiance en soi. Quand on se vend auprès d'une personne, c'est confiance au maximum.
C'est je suis le prépa compétent qui est capable d'amener un plus à votre structure. Si j'arrive tout timide avec beaucoup de doutes, forcément les gens prennent un peu le dessus sur vous et ça devient compliqué. Vous avez un entretien, vous allez discuter avec un club pour vous faire embaucher, montrer que vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vos compétences, de ce que vous avez vu en formation et en structure. Et il faut y aller comme ça. Ensuite, comment ça s'installe au fur et à mesure du temps? C'est de la confiance mutuelle. Essayer d'intégrer la structure ou essayer d'initier quelques échanges. Il n'aura peut-être pas confiance en vous dès le premier échange, mais à force moi, mon projet, je ne l'ai pas installé comme ça au sein du club. Je ne l'ai pas vendu dès ma première semaine, dès mon arrivée. C'était on pourrait faire ça, ça serait intéressant. Je les revois dans le contexte sportif, des fois des contextes un peu plus détendus. On nie des relations de confiance. Et au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, je suis capable de présenter quelque chose comme ça. Mais si j'arrive dans une structure, déjà, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, donc on ne peut pas me laisser tout changer. Moi, les gens ne me connaissent pas. Mon projet, pour qu'il ait quelque chose d'impactant, il faut que les gens commencent à me connaître, voient mon travail, me voient au travail. Et vos premières semaines dans les structures sont quand même très importantes. Mais ça, on y reviendra aussi un petit peu après. Est-ce qu'il y avait un besoin? Oui. Arthur Grimaud, spécialité handball à Falaise. Est-ce qu'il y a un besoin, il y avait un besoin de préparateur physique avant que tu arrives, ou c'est toi qui as créé le besoin en arrivant en montrant qu'il fallait ça? Un peu des deux. Si tu veux, ils cherchaient quand même quelqu'un pour leur équipe première. Ils cherchaient aussi un entraîneur adjoint, surtout. Parce que j'avais fait, je remplissais aussi la possibilité d'évoluer à ce rôle. Mais c'était aussi d'identifier des choses qu'eux n'ont pas forcément vues. Si je ne leur parle pas de la préparation physique et de la nécessité de construire un pôle préparation physique, une méthodologie prépa au sein du club, le président peut le savoir, il va avoir quelques liens, ça va lui évoquer quelque chose. Mais il ne va pas se dire « Ah ouais, on pourrait faire tout ça ». Avant, elle était assurée par les entraîneurs du club. C'est ça, c'est ça. Et pas forcément de façon mauvaise, ils mettent en place aussi des très bonnes choses. Entourez-vous de monde, vous pouvez apprendre de tout le monde. L'entraîneur qui n'a pas forcément été formé à la prépa, parfois il a vu des choses dans son expérience, il a mis des choses en place qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc ça, à pas négliger. Mais ouais, en tout cas, elle n'était pas structurée. Et l'identifier dans des clubs, s'intéresser. Vous regardez maintenant, vous avez les réseaux sociaux, LinkedIn, les clubs, ils ont des pages, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des pages Internet. On voit un petit peu la structuration, les organigrammes. Il y a quand même un trou sur la prépa. Dans certains clubs, c'était identifiable. Et dans d'autres, non. Par exemple, cet été, quand je me baladais un petit peu là-dessus, j'ai vu qu'à Saint-Lô, c'était déjà très structuré, que ça avait fait venir pas mal d'étudiants. Donc là, c'est peut-être pas là où je vais appuyer. Par contre, j'avais vu la MOS, c'était un club qui me parlait, j'avais des contacts. Et je me suis dit ça, d'abord, je vais rentrer et je vais répondre par le profil qu'ils recherchent, entraîneur adjoint, préparateur physique pour l'équipe première. Et ensuite, s'il faut que je me débarque d'autres concurrents, moi, je peux peut-être vous amener ça. J'ai des idées là-dessus. Oui, j'accepte de faire ça, notamment sur les missions avec les équipes jeunes. Et là, il faut montrer autre chose et vous démarquer. Peux-tu nous citer un exemple d'idée que tu as amené dans ce projet au cours de ces 4 mois ou 5 mois? Un petit exemple rapide. Sur l'exemple, on l'a mis en place avec les coachs, par exemple. Mais moi, à travers mon mémoire en master, j'ai beaucoup travaillé sur les jeux réduits. Donc, je suis allé voir les responsables de pôle, pour le foot à 11, pour le foot à 8. Et souvent, on a des échanges sur l'utilisation des différents paramètres de jeu, par exemple, lors de jeux réduits. Quand vous utilisez les formats intégrés, les sport co, par exemple. Je vais mettre en place un jeu réduit. Est-ce que je limite mon nombre de touches de balle? Quelle distance? Combien de joueurs? Ça, sur les paramètres physiques, si vous voulez, ça va avoir une grande influence. Et encore là, j'ai restreint un petit peu tout ce que je vous ai présenté. Et ça, l'idée, c'est de les éveiller à ça. Déjà, ma première année, ça va être de les éveiller à ça. Et avant de pouvoir dire, tel jour, il faut plus qu'on soit là-dessus, tel jour, il faut plus qu'on soit là-dessus, déjà, on fait quelques mois où je vous donne des billets. Ah ouais, ça marche, tiens, ça c'était pas mal. Et peut-être qu'à la longue, hop, on se fait une fiche. Tel jour, si on veut orienter physiquement là-dessus, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc sur ma séance, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça impose, entre guillemets? Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place, mais il y en a beaucoup d'autres, je vais essayer de les présenter. J'aime bien dans ce que tu dis, Martin, c'est que justement ce matin, on a parlé des différents univers dans lesquels les entraîneurs pouvaient s'inscrire au niveau de la performance humaine.
Et là, ce que tu dis, c'est que tu suggères, tu n'imposes jamais. Et en fait, c'est le retour des acteurs qui vont « Ah ben ça, on aimerait l'approfondir ». Et là, ça devient très intéressant. On est dans cet univers où le coach, l'entraîneur, accompagne et suggère pour développer l'idée d'entraînabilité du joueur, quoi. C'est ça, exactement. Puis ouais, là, vous êtes amené à travailler avec un certain nombre de personnes, des fois des groupes plus ou moins importants suivant le club. C'est important aussi, moi ça m'a fait écho en tout cas, vous avez eu des cours d'interaction sociale, des fois sur le moment on apprend sans forcément vouloir comprendre comment on le met en contexte, mais sur les dynamiques de management, sur est-ce que je suis directif, est-ce que j'impose la chose. Si je suis directif et que j'impose la chose, avec la personne que j'ai en face de moi, s'il a autant de responsabilités que moi au club, est-ce que ça va passer? Est-ce que si j'essaye d'être plutôt persuasif, d'être dans l'initiative, dans l'échange, comment je peux tranquillement transmettre des idées sans les imposer? Est-ce que ça va pas avoir plus d'effet à la longue? C'est des choses sur lesquelles vous devez à chaque fois vous poser les questions, sans vouloir manipuler les gens. Mais toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai en face de moi? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que je voudrais faire avec lui? Comment on pourrait le travailler ensemble? Est-ce que je dois lui imposer? Des fois, je dis bêtement, c'est pas pour être méchant, mais des fois avec les stagiaires qu'on a, je dis ça, il faudrait que tu fasses quand même. Parce qu'il y a une petite notion de hiérarchie et ça peut être intéressant de le faire sur l'instant. Quand je suis avec le responsable du foot à 11, je dis, d'un point de vue physique, les séances du mardi et mercredi, je vois, mardi, on devait être sur petits espaces, là, je vois, tout le monde a le grand terrain, ou l'inverse, mercredi, on doit être sur grands espaces. On n'arrive pas à s'arranger pour avoir des séances avec des espaces de jeu un peu plus grands. Comment je vais essayer de lui passer l'idée que ce que je peux proposer fonctionne? C'est ça, c'est en termes d'effort, qu'est-ce que ça va donner de jouer sur un terrain avec plus de profondeur que plus de largeur, etc. Ça, c'est des questions plus techniques. Je n'ai pas envie d'embêter ceux qui ne sont pas sport-co et d'autres sports un peu plus loin. Mais d'ailleurs, je vais y revenir. Sur ce que je vais présenter un petit peu après, il y aura forcément des liens pour tout le monde. Sur la gestion de la charge, la programmation d'une séance, ça peut intéresser forcément tout le monde. Donc là, l'objectif, sur la partie physique, c'était mettre des grands axes. Donc s'entraîner, parce que plus on s'entraîne, meilleur on est. Moi, ce n'est pas ma phrase, c'est plus les phrases de Stéphane Morin, ceux qui commencent à lire un petit peu ce qui se passe dans la gestion des charges d'entraînement. Là, on a tendance à arrêter de surprotéger les joueurs. Ça change un petit peu vers le positif. Il faut s'entraîner. Plus on est en capacité de s'entraîner, moins on aura de chances de se blesser, plus on aura des joueurs performants et capables de faire des performances avec des volumes d'intensité élevés. Progresser, donc développer ces capacités physiques-là, identifiées au service du jeu et du projet de jeu, notamment dans les sports co. Regardez Guardiola et Antoine Kombouaré pour les footeux. Leur jeu, ils ne vont pas forcément demander la même chose. Donc c'est important aussi de proposer des choses qui peuvent développer le joueur dans ce sens-là. Et puis performer, à relativiser suivant le niveau, si vous avez des jeunes. Forcément, l'objectif prioritaire avec des jeunes, c'est la formation. Pas de les dégoûter de votre sport en soi. Par contre, si je suis avec un public qui cherche la performance en étape numéro 1 et je suis à un niveau qui le permet, là forcément, monitoring de la charge, toutes ces questions-là, elles vont prendre un espace un peu plus élevé dans leur vie, dans la vie du groupe. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour nos approches. Je ne vais pas rester 3 heures dessus, mais on a la préparation physique dissociée, la préparation physique intégrée, c'est des choses que vous avez déjà vues. Et moi, c'était comment je le présentais aussi au sein du club, avec du travail par cycle. Pour la préparation physique intégrée, plutôt par microcycle, avec une variation de la charge au sein de la semaine pour essayer de toucher toutes les qualités physiques. J'y reviendrai après, mais on utilise aussi parfois un petit peu plus la dissociée pour un travail par cycle, quand notamment chez les jeunes, on veut développer une qualité particulière. Et ça nous donnait un petit peu ça, l'idée d'une approche 80-20, d'être à 80% sur du travail intégré. Comment sur le terrain, à travers mon activité, moi, prépa, je suis capable d'accompagner le coach pour toucher aux efforts que je recherche. Et comment, dans mes 20%, j'arrive par le travail dissocié, alors musculation si j'ai une salle de musculation même si je n'ai pas de salle de muscu, travail de course, etc. Comment, par ça, j'arrive aussi à compléter ce développement. Donc voilà, toujours travailler au service du jeu, et au-delà du service du jeu, parce que là c'est très orienté foot et aussi pour mes entraîneurs, au service du jeune dans son développement sportif.
Clément Vandeput, entraînement sportif, SP Football. Comment dans un club amateur en R1 comme ça, tu peux essayer de quantifier la charge et être sûr que tu as travaillé la bonne qualité, sachant que tu n'as pas de GPS, tu n'as pas tous ces outils-là? Ouais, c'est tout un souci, hein. C'est toute une histoire et c'est vraiment pas simple. Mais ta question, elle est super pertinente. Je vais y venir après, quand je vais vous présenter comment moi j'essaye de gérer la charge. Beaucoup plus simple quand tu as beaucoup de matériel, que tu es dans un club pro avec des gens investis à 2000%. Donc là, le problème du sport amateur, c'est suivant tes moyens, tu n'es jamais vraiment sûr à 100% et je montrerai après. J'ai mes convictions et sur certaines choses qu'on va mettre en place par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres contextes, de façon répétée, je vais réussir à savoir que je vais réussir à cibler à peu près les efforts que je recherche. Quand on est sur le dissocié, là c'est beaucoup plus simple. Sur du travail en dissocié, je sais ce que je fais en termes de volume, en termes d'intensité. Quand je suis sur l'intégré, forcément, je suis à travers le jeu. Ça, on y viendra un petit peu après. Et là, c'est vrai que sans GPS, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'utilise, moi, je me fie à, si vous utilisez un petit peu ça, j'espère en tout cas pour la construction de vos cadres théoriques sur les mémoires, c'est les moteurs de recherche comme PubMed, Google Scholar, etc. Allez regarder ce qui se fait dans votre discipline. Moi, je veux savoir ce que ça fait. Alors, je prends souvent les travaux de M. Sangnier. C'est un préparateur physique de Saint-Étienne pour au niveau foot. En termes de densité, voilà, il a montré à travers son étude, sur une densité, telle densité, pour plus ou moins de joueurs, on va plutôt être sur ce registre-là d'efforts, etc. Donc, pour les footeux, les terrains réduits, plus forte densité, moins de joueurs, on va répéter les axels d'aisselle, plus typé, genre j'aime pas quand on dit plus typé force, mais on l'illustre comme ça au foot parce que c'est pas vraiment de la force, mais plus les aspects nerveux. Quand on va avoir des séances, on cherche des efforts à haute intensité, à répéter un petit peu sprint, HSR, on va avoir des terrains beaucoup plus grands, beaucoup plus de profondeur, plus de joueurs aussi, mais par le fait que mon espace soit plus grand, qui permettent surtout aux joueurs de répéter les courses dans un sens dans l'autre. Et comment je combine un peu le dissocié et l'intégrer, moi, dans le contexte amateur, ce que j'aime utiliser, c'est l'associé. L'associé, j'essaye de planifier, de voir avec le coach comment, dans mon circuit, comment, dans ma situation, le joueur va pouvoir faire la course que je fais, tout en gardant un aspect foot. C'est un outil assez fort quand même pour nous, dans le contexte amateur. On n'a pas la chance d'avoir des GPS et de contrôler à 200%. Et c'était super intéressant. Je vais essayer d'y venir un petit peu après quand même. Donc comme je vous l'ai dit, connaître son activité est essentiel dans le développement de votre projet. Donc là, on est au foot, j'ai mis un petit peu aussi pour illustrer, mais endurance, force, vitesse, souplesse. Et encore, on peut mettre la combinaison de toutes celles-ci. Ouais. Micro. C'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit, parce que là, vous parlez de différentes préparations physiques, sauf que vous avez une équipe avec différents postes. Même si je ne connais pas le foot, je suppose que chaque poste a ses spécificités. Donc comment vous faites pour faire une préparation physique qui correspond à chacun et en même temps qui correspond à l'équipe? Ça, c'est la plus grosse difficulté, je pense, pour tout prépa, et c'est super intéressant. Mais ouais, notre but, c'est aussi de développer l'individu. Quel âge il a? Quel potentiel, même si on ne peut pas forcément le détecter tout de suite. Quel est son poste, ce qu'il a vécu. Moi aujourd'hui, avec la R1 à la mode, j'ai des jeunes qui viennent de centres de formation, donc ont vécu des contextes à 7 entraînements la semaine, d'autres qui ne l'ont jamais vu. Pour eux, le maximum qu'ils aient fait, c'était 3 entraînements semaine. Comment j'arrive à proposer une activité qui puisse solliciter suffisamment tout le monde? Ça, après, je vais aussi passer par mes 20% en dissocié. Est-ce que ça va pas être, par exemple, sur mon fractionné, j'ai un groupe qui est habitué à ces efforts-là, qui joue tel poste. Par exemple, si j'ai des pistons au foot, dans les 3-5-2, qui doivent souvent répéter des efforts longs et à haute intensité, avec plus de distance, mais surtout à très haute intensité. Est-ce que je me fais un groupe avec eux? Ils sont jeunes, est-ce que je leur mets 2 minutes de plus sur ma répartition de mon fractionné? Autre exemple, dans mon équipe, tiens, j'ai un joueur d'un autre poste, il peut être défenseur central, il approche de la trentaine, il a la trentaine passée, il a un métier à côté, il bosse toute la journée, il vient déjà 3 fois. Comment je lui ménage, lui, justement, ce moment où on va être sur du dissocié, pour que ça soit plus adapté à ses besoins, mais aussi à ses contraintes du moment. Ça, c'est des
discussion que j'ai avec l'entraîneur, comment je manage dans ma séance des temps pour chacun. Après, il y a forcément le jeu intégré qui permet de travailler directement au poste. Ça me permet aussi d'individualiser. Il va pouvoir aussi réguler son effort par rapport à ça. Mais quand je suis dans le dissocié, effectivement, très important de tenir compte de l'individu, son poste qu'on va lui demander sur le terrain, et aussi de son contexte. Mais pareil pour le joueur blessé ou qui vient de vivre quelque chose de fort émotionnellement, ça peut être un décès, je sais pas, une naissance, des choses comme ça, on oublie un peu. L'aspect mental aussi, il joue beaucoup. Comment je vais réussir à manager sa semaine? Parce que on l'oublie, il n'y a pas aussi ce que nous disent les datas, c'est une chose, hein. Mais la discussion avec l'humain, ça doit être 80%. Si je me fie qu'à mon ordinateur, des choses, j'en rate. Hein. Ouais, lui, il est dans le vert de chez vert. Mais là, attention, semaine dernière, il s'est passé ça dans sa vie. Ben, je vais peut-être faire attention quand même à ce qui se passe avec lui. En plus, il m'a dit qu'il avait une petite douleur ici. Alors, comment je le gère? Comment je vais l'amener à ce que je veux quand même pour qu'il puisse continuer, prendre du plaisir, qu'il puisse se développer? Ça, c'est des questions qu'il faut avoir à chaque fois. Il faut avoir un petit recul aussi là-dessus. Je ne peux pas vous donner de formule magique. Et le plus important, alors il y a votre formation, elle vous donne plein de billes, c'est super important, mais aussi ce que vous allez mettre en place en structure. Ce que vous allez mettre en place en structure, c'est votre expérience. Vous allez vous tromper, vous allez réussir, vous allez réessayer, vous allez mettre quelque chose en place. Tiens, ça n'a pas marché sur ce que j'ai mis en place. 2 semaines après, je réessaye ce que j'ai fait, mais en apportant les modifications, tiens, je réussis. Ça s'applique à tous les sports. Ça s'applique à tous les sports, c'est pas que au foot, hein, loin de là. Hein. Mais même dans tout ce qu'on fait dans la vie. Hein. C'est comment je vais chercher, qu'est-ce que je mets en place, tiens, ça, j'ai pas réussi. Comment je change les choses pour réussir? Ou comment je pourrais faire autrement? C'est des questions qu'il faut se poser. Et ouais, en sport co, il faut prendre en compte l'individu, donc comme tu disais, c'est super important. Pour début de Clément, L3 entraînement sportif, SP football. Comment on gère l'aspect motivationnel justement dans des clubs amateurs comme ça, sachant que tu as des joueurs qui viennent de clubs professionnels, il y en a qui sont sur la fin, il y en a qui jouent pour le plaisir, je suppose, parce que c'est un club amateur, même s'il y a un aspect de compétition vu que c'est de la R1. Il y en a d'autres qui veulent aussi se développer eux et chercher un niveau plus haut plus tard. Ouais. Comment on gère cet aspect motivationnel justement entre du ludique et plus du professionnalisme? Pour moi, c'est un métier, ça demande beaucoup de qualité humaine et si tu n'es pas capable d'aller parler avec les gens, d'aller chercher des informations, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comment gérer l'aspect motivationnel? C'est par la discussion. Moi, au début, je suis arrivé à la MOS, les gars, je ne les connaissais pas. Mais au fil du temps, tu arrives à créer un lien. Tu arrives à créer un lien, tu vas essayer de chercher. Tu vois, lui, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, il est sur son téléphone, il regarde beaucoup de vidéos de basket. Tiens, je vais lui parler un petit peu de basket. Je crée un lien avec lui. Puis derrière, ah ouais, je fais ça, je fais ça. Moi, ce qui me plaît en séance, c'est ça. Parce que tu crées le lien comme ça. Tu essayes de te faire un petit récap sur chaque personne, ou tu les gardes en tête. Et voilà, suivant la dynamique du moment, des fois aussi tu peux voir des cadres du groupe. Tu vois des cadres qui se dégagent d'une équipe, qui vont te dire un petit peu ce qu'il en sort du vestiaire. Ah, en ce moment, c'est dur. Ah, en ce moment, on en a marre. Comment je peux recréer une dynamique? Ah, en ce moment, on est bien, on est bien. Est-ce qu'on n'accentuerait pas là-dessus pour travailler? C'est beaucoup de qualité humaine. Des fois, on recherche des choses dans des datas qui sont super importantes, hein, qui sont super intéressantes. Hein, dans l'aspect théorique, des choses comme ça, qui ont tout à fait leur place et qui sont un gros socle. Mais il y a une valeur humaine à avoir, un côté humain, un côté échange, et notamment au niveau amateur, où les joueurs veulent venir, mais ce n'est pas leur activité principale. Il faut savoir le faire et comment je vais chercher les infos auprès de mon gars. Mais essayer de s'intéresser à eux. Et parfois, on partage presque rien avec eux. J'ai un joueur, un jeune qui a fait la Gambardella l'année dernière. Son truc, lui, il est garagiste. Moi, les voitures, franchement, je m'en fiche, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais pour créer du lien, je suis allé lui en parler de son métier, je m'intéresse. Mais après, il te file une info, j'étais un peu fatigué au boulot. Tu sais, avec la séance d'hier, ça me tirait un peu. Ça me fait écho. Ou des choses, non, carrément, je carbure. Là, je suis capable d'aller au boulot, après la séance, nickel, en ce moment, je suis en feu. Ouais, avec le groupe, ça se passe bien. Non, avec telle personne, ouais, celui-ci, il est un peu chiant en ce moment. Peut-être. C'est des choses que tu gardes entre toi et lui, par contre. C'est important. Hein. Si tu commences à répéter à tout va, dire lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, non, c'est mort. Garde une relation de confiance, avec le joueur. Très important. Et comment tu la gardes? Voilà, gardant aussi l'aspect privé. Gardez privé les choses qu'il vous raconte. Pareil, quand vous voyez des choses avec le coach, les choix du coach.
jamais les descendre. L'erreur numéro 1. Tu commences à descendre ton coach devant tout le monde, descendre les choix qu'il fait. Quand toi, tu as aussi ce rôle-là de faire le management, d'aller parler un petit peu, faire le relais avec les joueurs, comment tu fais accepter à tout le monde telle ou telle décision? Comment tu arrives aussi à arrondir les angles? Parce que c'est beaucoup ça, hein, arrondir les angles. Il faut être beaucoup de social. Je ne crois pas, mais c'est pas que du sportif. Hein. C'est aussi beaucoup de social. Ça, je vais passer un petit peu. Voilà, pour présenter un petit peu les différences avec le contexte pro, notamment sur la méthodologie et le projet. On est sur un nombre restreint de joueurs dans une académie. Moi, j'ai pu travailler avec U15, U16, U18 et U16, U18 féminine. Donc, par rapport au nombre de licenciés qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'AMOS, là, c'est beaucoup plus restreint. Et on est sur des championnats nationaux. Donc, notamment pour les garçons, où j'ai pas mal été, c'est le championnat MLS Next. Donc, en France, ça s'apparente à du 17 NAS, du 19 NAS. Je ne dis pas en termes de niveau sur le terrain, je dis dans l'idée et la structuration. Donc, c'est ça. Donc là, forcément, on a beaucoup plus de moyens. Donc, on a minimum un adjoint sur chaque équipe. On a 2 responsables de la préparation physique sur le pôle formation, donc de U15 à U18 chez les garçons. On a une préparatrice physique pour le pôle féminin. On était 2 stagiaires l'année dernière. Il y a un entraîneur des gardiens pour chaque pôle, un responsable au potentiel. Donc les joueurs qui sont détectés au potentiel, c'est encore des séances en plus. Au niveau médical, il y a 5 physiothérapeutes, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, affiliés au centre de formation, donc qui ont ce rôle-là de kiné et qui déchargent pas mal sur ces aspects-là. Au niveau des centres, voilà, au Canada, vous avez aussi la problématique de la météo, donc il y a un centre en intérieur, puis il y a un centre en extérieur pour les périodes de beau temps, et une salle de musculation complète par centre. On n'a pas forcément à la MOS, on a une petite salle de musculation. Est-ce que j'ai le matériel pour faire tout ce qu'on pourrait faire en musculation, de l'haltéro, etc. Non, on ne l'a pas. Comment justement, à partir de ça, je vais essayer de proposer un contenu aux joueurs. Et donc là, c'était un petit peu les mêmes choses. J'ai repris aussi pas mal de choses que j'ai vues là-bas, et j'ai vu un petit peu dans mes dossiers là-bas pour vous présenter. Voilà. Eux, ils identifient les demandes du milieu professionnel. C'est ça la base, dans un club pro. On identifie ce qu'on demande en pro. On identifie les performances actuelles de nos jeunes. Dans quoi ils performent au fur et à mesure du temps. Ces meilleures performances. On applique cette méthode à l'académie pour essayer de repérer comment développer. Et on essaye de créer le joueur idéal, entre guillemets, pour mon équipe première. Et je dis pas que ça a que du bon. C'est que les jeunes joueurs, ils sont vite poussés à la performance dans un milieu très concurrentiel. Leur objectif, c'est aussi, c'est dommage de dire ça, mais c'est soit une valeur ajoutée à l'équipe première, soit aussi un produit. On cherche aussi la vente. Former un joueur, ça peut être beaucoup d'argent. Il y a des cas partout. Monaco, pendant un temps, qui formait je ne sais combien de joueurs, combien ça leur rapportait. En premier lieu, Kylian Mbappé, forcément, pour citer le plus célèbre, et que ça parle à tout le monde. Mais on évite un produit aussi. Et ça peut faire partie de certaines dérives. Le sport pro, c'était aussi pour vous montrer le contexte. On arrive en staff, on se dit souvent, moi le premier, je veux absolument aller dans un club pro. Et avec le temps, ça se passe comme ça dans un club pro. C'est bien, il y a plein d'avantages. Mais c'est aussi plus contraignant. C'est beaucoup plus d'engagement. C'est beaucoup plus concurrentiel, même au sein d'un staff. C'est que le voisin d'à côté, il peut prendre mes responsabilités. Ou lui, le stagiaire, il peut arriver et se voir proposer un contrat. C'est pas aussi simple que ça. Donc après, je vais vous présenter aussi comment je construis une planif sur l'année avec l'équipe première. Comme je vous ai dit, on est au premier niveau régional, enfin meilleur niveau régional, pardon. On a 3 entraînements semaine, 4 des fois sur la période estivale. On a 2 séances de musculation. Donc comment j'arrive, j'utilise plutôt une planif ondulatoire au niveau de la charge, comment je décline en macro, méso et microcycle. Ça vous parle tout ça? Normalement, vous avez vu des cours de programme. Ça leur parle. Ouais, normalement. Voilà. Donc voilà, sur l'année, d'abord, moi je pose mon calendrier, j'identifie mes moments clés par rapport à ce qu'on a discuté avec le coach, avec les joueurs, on a identifié des objectifs. Est-ce que c'est la montée, est-ce que c'est le maintien? Où devraient se situer mes concurrents? Tiens, là j'ai une phase où je vais affronter 3 concurrents directs. Sur cette phase-là,
Il faut que j'espère avoir mes gars à bloc. Tiens, là, on veut faire un parcours en Coupe de France. Quand est-ce que ça commence? À quel échelon tel club peut rentrer? Qu'est-ce que ça va nous impliquer? Tiens, là, on peut voir un petit peu en Coupe de France. Nous, on est allé jusqu'au 6e tour. On a perdu contre le QRM en National 1, 1-0. Mais voilà, ça ne faisait pas forcément partie des objectifs, mais au fil du temps aussi, comment j'adapte mes semaines? Tiens, ça, c'était pas un objectif, mais finalement, on veut jouer. Ah bah, je regarde un peu comment j'avais planifié ma charge sur les prochaines semaines. Ça serait bien que j'adapte ça. Ça serait bien que j'adapte ça. Ça, je vais y venir un petit peu après. Évidemment, je place les tests. Et après, on en parlait de façon individuelle, développer ou maintenir les qualités physiques. Moi, j'ai un joueur qui a 34 ans dans l'équipe, super joueur, capitaine, top mec. Est-ce que j'ai quelque chose à vraiment, est-ce qu'à 3 entraînements semaine, est-ce que j'ai vraiment le temps de développer quelque chose avec lui? Est-ce que je suis plus dans le maintien pour qu'il gère son boulot et le fait qu'il vienne au foot 4 fois semaine avec le match? Plus être là-dessus. Par contre, j'ai plein de jeunes. J'ai plein de 2006, 2007, issus de la génération Gambardella qui a éliminé le PSG. Peut-être que je vais appuyer, je vais les inciter à venir en musculation. Ils ont aussi des études, je ne peux pas leur imposer. Et comment j'appuie, comment j'insiste sur le travail physique et sur le développement. Comment j'anticipe un petit peu le développement qui reste à faire. Donc voilà, ça c'était un petit peu un bout de ma planif, notamment la prépa estivale. On voit un petit peu la prépa d'été, j'avais situé mes entraînements. Certains objectifs, donc là c'est pas hyper gros, donc désolé, ça doit pas être hyper clair. Je fais le choix de mes tests, moi j'utilise le 30-15 IFT. J'utilise pas le 20 méval avec un public senior. Pour moi l'activité, c'était sur une séance, pour moi c'était une perte de temps par rapport à ce que je voulais faire sur ma période estivale. Je dis pas que c'est une perte de temps, que c'est un mauvais test, c'est un très bon test. Je dis par rapport au temps que j'avais d'entraînement et au choix que j'avais fait dans mon développement, je me suis dit je vais utiliser que ce test-là. On a fait un gros début de saison, donc ça a plutôt bien marché. On a eu un temps creux aussi. Donc, comment ça se fait? Aussi ça, c'est moi, mon objectif à la fin de la saison, c'est faire le bilan sur nos temps forts, nos temps faibles sur la saison. Qu'est-ce qu'une prépa comme ça m'a apporté physiquement sur mon début de saison et pourquoi j'ai eu un creux? Donc le 30-15 IFT, forcément les efforts intermittents qui doivent parler au sport collectif, les basketteurs, les handballeurs également. Il y a des adaptations et des dérivés pour ces sports-là, au hockey aussi même, il me semble. Donc ça m'a permis de calibrer mon travail intermittent de façon individuelle pour les gars. Donc ça, c'est de leur donner une référence de vitesse sur mes intermittents. Ensuite, le temps de mes intermittents, donc du cours, mais le temps total de mes intermittents peut être aussi l'ajuster en fonction de l'âge du joueur et de son profil. Pour la puissance, j'étais plutôt allé et les qualités explosives et de rebond sur les tests de saut comme le CMJ et le rebond jump, où on enchaîne les rebonds. Je ne sais pas si vous voyez ce stiffness. Et le MySprint, parce qu'à Lyon, on l'a pas mal étudié en master. Et je trouve qu'il est super intéressant. Il donne un profil force-vitesse, s'il y en a qui l'ont déjà vu, sur 30 mètres. On a les petites balises tous les 5 mètres. On a un temps tous ces 5 mètres. On a surtout un profil qui en découle, si la force du joueur, c'est plutôt sur l'accélération ou si c'est au fur et à mesure de sa course. Est-ce qu'il est plutôt orienté force, fort au départ, ou vitesse? Une fois qu'il est lancé, ça va très vite. Est-ce qu'il est plutôt équilibré? Ça me donne des intérêts, encore une fois, pour travailler individuellement, en salle et à côté. Est-ce que je dois plutôt travailler sur son démarrage, sur ses capacités à répéter les efforts quand il change de direction? Comment il réimpulse à chaque fois qu'il change de direction? Au foot, il y en a plus de 700 par match. Ou à l'inverse, est-ce que je dois augmenter un petit peu, essayer d'aller chercher sa Vmax sur du dissocié pour lui donner aussi une capacité à répéter les efforts à haute intensité? La réserve de vitesse, je ne sais pas si vous voyez aussi l'écart entre ce qui se passe au niveau des fréquences, des capacités, donc la VMI, la VMA, l'écart avec ces vitesses-là et l'écart avec votre vitesse maximale. Plus la vitesse maximale, elle est haute, plus je vais pouvoir répéter des efforts à telle intensité. Totalement, on le retrouve dans le 30-15 IFT. Les joueurs qui vont très vite, il y a aussi une corrélation qui a été montrée entre le sprint sur 20 mètres, il me semble, la capacité de force aussi, sur ce test-là. Donc intéressant à développer chez le footeux. Là, c'était un petit exemple chez les jeunes, où au Gol FC, j'étais avec les U20, et j'avais aussi défini... Alors, je fonctionnais toujours par microcycle, je sollicitais toujours l'ensemble des capacités physiques du footballeur, des qualités physiques du footballeur sur la semaine, mais j'ai essayé de détacher des dominantes sur des cycles.
Donc en gros, mon travail dissocié, sur ces cycles-là, il va plutôt concerner tel travail. Tel travail, tel travail. C'est encore sur mon travail quand j'étais en entrée de master. Il y a plein de choses à corriger, il y a plein de choses, il y a plein de termes que j'appliquerai peut-être pas maintenant, sur lesquels je changerai. Ce que tu présentes là, les codes couleurs sont importants? Ils sont pas hyper importants. C'est plus, c'était pour bien dissocier, c'était dans un dossier, mais je l'ai vraiment utilisé. Rouge intense. Ouais, bah c'est ça. Rouge intense, c'était, on le travaillait vraiment. Et dès que c'était un peu plus pâle, c'était, on le travaillait, mais plus secondairement. Mais ça restait une priorité. Donc voilà l'idée, si vous voulez. Et j'avais placé mes tests, encore une fois, sur mes semaines. Ça me donnait un référentiel. Je l'ai replacé à la reprise en hiver. Et j'y viendrai après pour... Alors justement, comment tu réajustes tes préparations que tu prévois? Ouais. Comment tu les réajustes, comme tu disais tout à l'heure, au fil du temps? Au fil du temps. En fonction de résultats précis, en fonction de sensations, comment tu t'y prends? D'un peu de tout, de la discussion avec le coach, de la discussion que je peux avoir avec les joueurs, de l'évolution sur les dynamiques de semaine. Peut-être que finalement, ce match-là qu'on ne pensait pas important, peut-être qu'il va être super important. Moi, c'est ce que alors j'ai essayé de montrer, je vais le montrer juste après. Donc voilà, ma dynamique un peu ondulatoire avec l'intensité, le volume et ma charge d'entraînement totale. Donc là, on a la période de prépa au départ, puis ensuite on rentre en compétition. Avec au fil des semaines, voilà, moi je fonctionne en 3+1. J'ai dû le montrer là, voilà. 3+1, donc c'est-à-dire que sur 3 semaines, je vais être plus sur, entre guillemets, du développement, soit du développement chez les jeunes, soit de la charge un petit peu plus intense chez les joueurs chez lesquels je dois plutôt maintenir les qualités, et une semaine de décharge. Donc 3+1. Mais suivant les résultats, les évolutions en couple, le tirage au sort, je peux passer en 2+1. Je peux passer parfois... J'enchaîne, mais... Beaucoup d'adaptabilité en fonction des circonstances. Des circonstances, mais c'est l'adaptation constante. De toute façon, mon année ne ressemble jamais vraiment à ce que j'avais prévu au départ. Parce que c'est le cas pour tout le monde. Ça n'existe pas, la saison parfaite qu'on imagine avant. Donc, voilà, j'étais un petit peu allé là-dessus. Et puis adapter, voilà, comme on le disait, en permanence au contexte et aux joueurs. Parce que mon 3+1, il peut être valable pour un joueur, mais peut-être que pour mon joueur qui s'est blessé, qui revient de blessure, ça ne sera pas ça. Comment j'arrive au fil du temps à le faire revenir dans ce que je demande au groupe. Et ça, voilà, ça c'est un mésocycle. Ça fait mal aux yeux, ça pique. Mais voilà à quoi ça ressemble sur mes outils info. Donc là, c'est plus sur Excel. Voilà comment ça se passe. Le coach qui reçoit avant le cycle. Donc au début, le contenu de séance, il n'est pas marqué. Parce qu'on est dans un contexte amateur. Et le contexte amateur, j'y viens tout de suite après. J'y reviens après, mais le coach, il a aussi un métier à côté. Donc malheureusement, par rapport au contexte professionnel, où je suis avec les gens pour construire la séance, avec les entraîneurs pour construire la séance le matin et les soirs, là, ce n'est pas le cas. Donc ça implique certaines choses encore. Mais voilà ce qu'il en est. Donc j'établis ma dynamique de charge sur mes 4 semaines. Et en termes de volume et d'intensité, je dois me retrouver un petit peu sur ce que j'avais prévu là. Voilà. Tac. Et là, j'y viens, comment je définis mon volume et mon intensité. Donc, comme vous avez dit, avec le contexte amateur, le coach, lui, il a un autre métier à côté. Moi, mon objectif sur la semaine, avant de remplir ce qu'il y a dedans, c'est surtout lui donner des objectifs physiques par mes espaces de jeu. J'ai des séances grands espaces, petits espaces, veille de match, hybride. Je l'ai limité à 4 pour nous. Donc je lui donne les intitulés, je lui donne plutôt les orientations. Est-ce qu'on va plutôt être sur du global? Le global, c'est tout l'effectif ensemble, ou du sous-système? Est-ce que je vais essayer de diviser des 4 contre 4, des 2 contre 2? Là, un groupe qui bosse là, un groupe qui bosse là. Donc là, on dirait que ce que tu nous présentes, là, c'est plutôt une prépa physique intégrée? Plutôt. On s'y oriente au maximum. On s'y oriente au maximum. C'est le plus efficace. C'est le plus efficace dans notre contexte, effectivement. Chez les jeunes, je ne dis pas que c'est la solution à suivre. Moi, j'aime bien chez les jeunes, comme j'ai montré tout à l'heure, d'avoir quand même une dominante qui suit les semaines. Mais c'est comme les sport co, comme beaucoup de sport co, la compétition, c'est chaque week-end. Donc déjà, dans la prévention des blessures, solliciter tous les efforts de façon maximale dans la semaine, c'est essentiel. Après, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, je lui donne les espaces de jeu, je lui donne à peu près les efforts. Là, on ne voit pas, mais mon objectif, c'est de lui donner un repère assez simple. Et le RPE, ça en fait bien partie, c'est très utile.
Moi, c'est ce que je vais utiliser. Je ne dis pas que c'est la façon optimale de gérer sa charge, mais dans mon contexte, en fait, c'est ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux. Je suis arrivé avec plein d'idées, je voulais utiliser plein de choses. Ah, mais les mecs, si je leur mets un questionnaire avec 600 questions après leur séance, crois-moi, ils ne vont pas y répondre. Ils ne vont vraiment pas y répondre, ils ont vraiment autre chose à faire. Donc le plus simple, c'était d'éveiller le coach au RPE, qu'il connaissait déjà, donc ce n'était pas un souci, et lui donner un temps effectif de séance. Et par ça, sur ma semaine, entre mon temps effectif par séance et mon RPE, je pouvais avoir une dynamique qui se construisait. Donc au fil des semaines, je vais varier d'un ou deux mon RPE sur les différentes séances, enfin, sur les différentes séances similaires, et de quelques minutes, mon temps effectif. Donc ça, j'envoie au coach, le coach qui reçoit ça, il sait à peu près à quoi la semaine doit ressembler sur le point de vue physique. Après, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. S'il me dit, je voudrais quand même m'orienter par là, je voudrais quand même m'orienter par là, moi, comment je vais réussir à amortir les écarts par du dissocié pour m'en sortir et quand même avoir cette dynamique-là. C'est aussi mon rôle. Mais c'est lui le patron, il décide. Il décide. Vous pouvez discuter, essayer d'éveiller. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pas en étant directif, mais vous avez le coach qui toujours va décider et qui est le responsable de ça. Donc voilà, comme je vous ai montré, un peu plus gros, un RPE qui varie de jour en jour, qui fait varier ma dynamique de charge. Donc les efforts ne vont pas être les mêmes. Là, on voit sur le mardi et mercredi, la charge au total, elle est presque similaire. On va être totalement sur des efforts différents. Un impact cardiaque et neuromusculaire qui va être différent entre petits espaces où on va répéter changement de direction, accel d'aisselle, et mes grands espaces où je vais avoir de la course de haute intensité sur des distances un peu plus prolongées. Voilà. Et voilà, je voulais aussi noter chez les jeunes, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, essayer peut-être de ressortir par cycle une qualité forte à développer, notamment après, là j'ai noté après le PHV, le pic de vélocité de croissance. C'est intéressant d'aller aussi un peu là-dessus. On marche beaucoup par catégorie, mais est-ce que tous nos joueurs d'une même catégorie sont au même niveau de maturation? Est-ce que je peux travailler la même chose avec un U14 qui fait cette taille-là, pas du tout encore développé musculairement, et l'autre qui fait déjà un 70, qui est déjà un peu baraque? Ils ne sont pas au même niveau de maturation, donc ça ne demande pas le même travail de qualité. C'est aussi ça que je dois remettre en place et me questionner. Donc ça, j'aimerais beaucoup l'instaurer au sein du club. Par un de nos premiers mémoires, ça va pouvoir se faire. L'idée, c'est de faire un suivi aussi du joueur sur la saison, où il en est. Qu'est-ce que je peux travailler avec des joueurs post-PHV, dans leur pic de vélocité de croissance et après leur PHV. Notamment, gros travail de VO2 max et de force une fois qu'il est passé. Voilà, c'est un petit peu les tests que je voulais mettre en place sur le plan formation pour vous donner une idée, avoir un petit suivi sur des tests pour quand ils arrivent en senior, qu'ils aient déjà connu chez les jeunes, puis aussi voilà, suivre par les données biométriques, PHV, donc avec la taille, le poids, taille assise, etc. Voilà, la petite différence avec le contexte pro, c'est pas qu'une petite différence, c'est que vous avez entraînement tous les jours. Certains après-match, donc là en l'occurrence parce qu'il y avait un déplacement, donc c'est pour ça que c'était un jour off veille de match, mais sinon vous avez séance tous les jours, avec un day off le lendemain du match. Les U18, c'est 3 séances de muscu, 5 de terrain à Montréal. Donc voilà, ça fait beaucoup plus de séances différentes, j'y viendrai juste après. Et la particularité aussi, c'est que vous avez là-bas ce qu'ils appellent des back-to-back. Ce qu'on verra très peu, pas du tout en Europe, c'est que les jeunes, ils jouent 2 matchs un week-end, un samedi, un dimanche. Et sur des déplacements qui ne sont pas à côté. Vous êtes à Montréal, vous faites 6 heures de bus, vous allez jouer à New York. Comment je gère ça? Quel effectif je dois prendre en début de saison pour m'adapter à ça? Donc voilà, un petit peu aussi, ça c'est les dynamiques de charge. Vous avez vu beaucoup de double pics s'enchaîner. Donc 2 grosses séances, une mardi, une mercredi. Moi, ma conviction, c'est que ce qui est le mieux, je sais pas, mais sur ce que j'ai vu, sur ce que montrent les études, par exemple celle de Tom Doucher dans le football, c'est les séances à double pic. Stéphane Morin, pareil, qui a travaillé dans beaucoup de sports, et pas que sport co. Il me montre, plus on s'entraîne fort, plus on sera capable en compétition de mieux la digérer, d'être mieux dans l'instant T. Il faudrait que dans l'idéal, nos 2 séances
nos 2 séances, là, nos 2 grosses séances, elles dépassent le match. Elles dépassent le match. Donc une plutôt orientée petits espaces, une plutôt orientée grands espaces. Et elles sont interchangeables. Pareil, c'est les travaux de Tom Doucher, 2024, il me semble, donc c'est pas vieux, en centre de faux. Je crois que c'était au Paris FC, si je dis pas de bêtises, ou à Dijon. Il avait inversé les deux, il montrait qu'il n'y avait pas de différence. Mais ça permet aussi peut-être d'en accentuer une, d'en avoir une autre forte, tout en permettant de garder la qualité, parce qu'on a une petite décharge entre les deux. Donc une à J+3, une à J-2, pour qu'ils se séparent au niveau des dynamiques de charge. Et garder sa veille de match. Donc ça, c'est comment se passe une journée type, en fait. Moi, forcément, contexte amateur, c'est le soir. Je travaille sur les horaires du loisir. Comme vous en stage, en fait. Comme vous en stage. Mais il faut être prêt à le faire. C'est là aussi, dans votre professionnalisation, qu'est-ce que vous allez vous dire. Donc, à 15h, j'arrive au bureau. Moi, je vais mettre à jour un petit peu mon monitoring, je vais vous présenter après. Là, jour les stades de match. À 16h, je commence à... Enfin, même si j'ai déjà des idées, je vais construire mon échauffement par rapport aux objectifs de la séance. Je vais préparer aussi mon contenu dissocié, si besoin. Un contenu intégré, un contenu dissocié, un contenu muscu. Quand on a vu avec le coach au préalable, 17h, lui, le coach, il a un métier, il arrive au club. Parce qu'il a travaillé le matin, il a d'autres choses à côté. Pour en vivre, c'est souvent le cas dans les contextes amateurs. Pas tout le temps. On voyait beaucoup aussi arriver les rôles de manager général, comme il y avait par exemple un peu à l'avant-garde, qui avait pas mal avant quand ils étaient en régional à Villers-ou-le-Gat, où ils pouvaient se permettre d'avoir quelqu'un toujours présent au club. Et donc là, on fait les ajustements. Et c'est pour ça que c'est pas toujours simple en contexte amateur, c'est qu'il faudra toujours se réadapter à la dernière minute. Parce que votre coach peut avoir réfléchi à la journée à un truc, vous lui avez envoyé un truc le week-end. Si lui, par rapport à ce qu'il veut sur le prochain match, c'est pas ça, il va falloir réadapter en 1 heure un petit peu ce que vous avez prévu pour quand même retomber sur vos pieds. Mais c'est votre rôle. C'est votre rôle. Et vous ne pouvez pas dire « Ah non, là tu me saoules, ça ne me va pas du tout, donc tu fais pas ça. » Non, c'est lui le boss. Et vous, c'est votre rôle d'ajuster, d'adapter. Si vous n'êtes pas capable de ça, d'avoir un petit coup d'adrénaline 1 heure avant votre séance, vous dire « Tout ce que j'ai fait avant, il faut que j'en rature la moitié et que je change pour que ça s'adapte. » Ça va être compliqué. 17h45, j'ai séance de muscu. 18h45, j'ai le début de la séance terrain, donc j'ai mis mon échauffement en place un petit peu avant, on finit vers 18h30, et fin de séance à 20h15. Là, je vais envoyer mes questionnaires pour le monitoring. Donc voilà, comme je disais, je vais essayer d'apporter des billes sur le contenu intégré, comme je vous ai donné différents paramètres, nombre de joueurs, les dimensions, la durée des séquences, les paramètres un peu plus techniques du jeu, donc les touches de balle, la présence de joker, les encouragements aussi qui vont avoir beaucoup d'effets. Qu'est-ce que je fais faire à mes joueurs pendant les temps de récup? Est-ce que je leur parle? Est-ce que je les sollicite cognitivement? Est-ce que je leur parle pas? Je les laisse récupérer? Est-ce que je leur fais faire un petit moment de renfort? C'est des questions qui vont avoir un effet différent sur la charge que vous allez obtenir à la fin. Après, ouais, programmer, animer le contenu dissocié, comme j'expliquais avec les contenus préalables. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà un exemple de fiche séance sur ce que je pouvais faire, notamment au Gol FC. J'ai illustré mes séances comme ça, donc là on ne voit pas grand chose, je vais passer ça vite fait. Tac, je ferai juste ça. Ouais. C'est pour revenir sur la journée type. Vous avez dit qu'à 16h vous programmiez un échauffement et du contenu de préparation physique si besoin. Mais ça, du coup, vous le faites grâce à une prépa générale que vous avez faite au préalable, mais ça doit prendre énormément de temps. Est-ce que vous avez des astuces à nous donner? En fait, vous avez sûrement un document où vous regroupez toutes vos connaissances. Ouais. Eh ben, alors, si tu veux, tout ce que moi j'ai depuis le début de mon cursus, j'ai tout gardé sur mon PC, j'ai des dossiers. Genre, ça concerne la préparation physique dissociée, la course, ça, c'est telle chose, telle chose. Et je construis surtout beaucoup d'outils sur Excel. Moi, une distance sur l'intermittent, j'ai un outil Excel qui me permet de me dire, un gars là, il a 21 de VMI, on va bosser sur 10 secondes. Je veux qu'il bosse à 95%, et ben sur 10 secondes, ça me donne temps de mettre, tu vois. Ça me permet de gagner du temps quand je construis mon contenu. Puis à force d'expérience aussi, on va un petit peu plus vite sur les choses. Mais si tu veux, comment je sais que je vais préparer ça? C'est parce que, comme je vous ai présenté tout à l'heure, là, les mésos, j'essaye tous les mois de me prendre un temps, ça me prend un dimanche. Bah, c'est mon jour de congé, mais t'es pas vraiment en congé, c'est aussi le métier qui veut ça.
où je vais préparer tout mon mois. Je vais revoir ce que j'avais prévu au préalable dans l'année en termes de dynamique. Je regarde le mois qui m'arrive et j'essaye de placer un petit peu tout ce que je cherche, donc toutes mes séances, petit espace, grand espace, pour les 6 semaines qui arrivent. Et ensuite, je finis de répondre à la question. Voilà, j'ai tout préparé sur mon mésocycle, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et par rapport à ça, moi, le week-end, je vais commencer à préparer ce que je vais faire dans la semaine. Il n'y a jamais vraiment de temps mort. Vous choisissez un métier, s'il y en a qui pensaient que c'était pas comme ça, je suis désolé, mais vous n'êtes jamais en vacances. Par contre, il n'y a plus du tout de compète au mois de juin, juillet. Et encore, en juin, juillet, vous préparez votre prépa estivale. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Et c'est un métier passion, si vous le choisissez. Désolé, pour ceux qui pensaient être tranquilles, faire bronzette en animant votre échauffement, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes tout le temps en train de bosser. Vous nous aviez dit, dites-moi si je me trompe, que vous étiez en 35 heures semaine en prépa physique. C'est juste avec la MOS, un contrat de 35 heures semaine. Ouais. Et les heures, du coup, comment elles sont comptées, vu que j'imagine que vous n'avez pas 35 heures de prépa physique ou 35 heures... Il y a un emploi du temps. Il y a un emploi du temps. Donc, tu as ta présence au club à avoir. Non, il y a de présence au club ou... Ouais, enfin, grosso modo, ouais, c'est ça. Qui peut varier Sur l'emploi du temps, c'est ça. Après, moi, si j'ai besoin d'être 1 heure à l'avance, je peux y être 1 heure à l'avance. Tu vois. Mais c'est par conscience pro. C'est pas, moi, je vis pas comme comme un abus de mon employeur. C'est moi, je vais être bon. Moi, ça me plaît. Donc moi, je fais ça chez moi au préalable. Parce que là, si je me fie à mes 35 heures, c'est mort. Tout ce que je fais, j'en enlève les 3/4. Mais je ne serai pas du tout compétent, je ne proposerai pas la même chose à mes joueurs. Mais c'est des choix. Est-ce que tu veux proposer ça? S'il y en a qui sont dans la démarche, qui font ça, qui ne sont pas dans le tort, ils ont le droit de le faire. Moi, si je veux proposer un maximum de choses, faire progresser mes joueurs, j'ai la conviction que c'est là-dedans que je dois aller. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y en a qui font autrement, qui sont contents de leurs 35 heures au club. Qu'est-ce qu'ils arrivent à mettre en place? Peut-être qu'ils sont très efficaces, très bien pour eux. Mais moi, voilà, c'est tout un préalable à la maison. C'est du télétravail, entre guillemets. Donc, je prépare tout ça. Et quelle part vous estimez environ de votre travail à la maison, qui peut varier, j'imagine? Ça dépend des jours, en fait, ça dépend des semaines. Mais tu vois, il y a une matinée, je peux y passer toute la matinée. Je peux y passer de 8h à midi. Il y a des matinées, je n'ai pas besoin. Parce que je me suis avancé la veille. C'est très variable. Mais dans la semaine, tu as toujours au moins, si tu fais une moyenne, 2 heures, grand minimum, par jour à travailler chez soi. Grand minimum. Et contexte... non, je vais en parler quand on parlera des blessures, ça arrive bientôt. Voilà les séances de musculation. Donc voilà, mon objectif avec des joueurs amateurs, c'était éduquer le joueur amateur sur l'utilisation de la musculation. Voilà, on voit beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de joueurs. Alors vous, ça va, vous allez en salle de muscu. Vous avez la pratique en STAPS, la théorie aussi, et vous savez dans quoi vous allez. Moi, j'ai des joueurs, ils sont capables de faire n'importe quoi la veille d'un match. Et n'importe quoi. Je dis, mais tout ce qu'on a fait la semaine, tu es capable de tout me bouffer. Donc c'est là, on doit être vigilant. Comment on les éduque à ça? Moi, je ne veux pas en faire des étudiants STAPS. Mais comment je leur donne aussi des billes directes? Là, je suis directif. Tu veux travailler ça? Je vais le simplifier au maximum pour ne pas lui embomber l'esprit. Mais je vais lui donner des billes. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière de travailler telle ou telle qualité. Mais tiens, prends simple. Parce que ce que tu me fais en salle de musculation, ça va totalement à l'inverse. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc mon objectif, voilà, en club, c'est aussi guidé par l'enchaînement de cycles. Éduquer à la posture. Apprentissage des postures, il y en a qui sont forcément à des étapes différentes. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que sur l'enchaînement des qualités, c'est comme ça que ça travaillait pas mal à Montréal, et je suis plutôt OK avec ça. Donc créer un socle avec l'endurance de force, aussi apprentissage des postures pour certains. Un petit coup d'hypertrophie, notamment sur mes jeunes qui débarquent de U18, qui ne sont pas encore très costauds, pour s'en faire des machines de guerre, mais juste de s'armer un petit peu. Une fois que tout ce socle-là est construit, que les postures elles sont maîtrisées, comment je me dirige tranquillement vers de la force, de façon progressive, et ensuite comment je la décline en puissance. Puissance-vitesse, puissance-force, explosivité, la courbe de puissance, quoi. Force fois vitesse. Suivant où vous vous trouvez sur la courbe, je travaille telle ou telle déclinaison de la puissance, pardon.
On a 2 séances par semaine et l'idée c'est de faire un petit parallèle avec le terrain. Comment le choix de mes exercices, ça peut forcément s'illustrer ou pas sur ce qui va se passer sur le terrain. Donc là, c'est ce que j'envoie aux joueurs un petit peu pour qu'ils se repèrent. C'est pas du tout une vérité, c'est pas du tout quelque chose d'exact qu'il faut prendre à la lettre, mais c'est des petits repères pour eux qui sont sûrement réajustés d'ailleurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent aller faire quand ils vont dans telle ou telle salle de sport. On peut faire totalement autrement, c'est pas du tout une vérité, mais je préfère qu'ils aient une petite base à se dire « Ok, je vais plutôt partir là-dessus » qu'ils me fassent n'importe quoi, parce que j'ai vraiment envie de tout. Ça, c'est un premier éveil. Dès que le joueur il est un peu plus éveillé à ça, on poursuit un peu la discussion, et on ne se limite vraiment pas à ça, parce que ça, c'est vraiment du basique simple, c'est juste pour éviter d'avoir des catastrophes dans la semaine. Voilà, je définis aussi mes petits exercices prioritaires, mes exos d'assistance que je vais travailler sur l'année. Voilà, sur les exercices prioritaires, allez dans le simple. Cherchez pas à réinventer la musculation. Des fois, on voit des vidéos où on veut faire du fonctionnel, où je vais limite imiter le mouvement sportif pour travailler ma force. Tu veux être fort, va sous une barre, fais du squat, va faire du soulevé de terre, du RDL, du hip thrust. Pousse du vrai poids, ancre tes appuis au sol. Là, tu vas développer ta force. Ensuite, peut-être que sur des exos d'assistance, on va pouvoir aller faire du fonctionnel. Mais voilà un petit peu comment je l'imagine. Voilà, par exemple, une petite séance de musculation. Donc là, 10 répétitions, on était dans la transition entre l'endurance de force et l'hypertrophie, avec toujours un exo prioritaire suivi d'un d'assistance. Un petit peu comment... Ouais, sur une période, j'avais décidé de décliner en poussée et en tiré. Pour essayer. À un moment, j'avais fait un petit peu de haut et bas du corps en dissociant pour le mardi et le mercredi. C'était un choix et au fur et à mesure, j'ajuste un petit peu suivant ce que je vois, suivant comment les gars préfèrent. Alors, tu nous démontres la précision d'un travail qui demande beaucoup de réflexion, d'individualisation aussi, en fonction des joueurs. En fonction des joueurs, forcément. Comment réagis-tu? Alors, on a vu le tableau on va dire, d'éducation entre guillemets que tu transmets aux joueurs. Il faut s'assurer qu'ils le lisent déjà. Oui, mais ça c'est le premier préalable. Mais comment réagis-tu lorsque tu te rends compte que le joueur n'arrive pas à faire ce que tu lui proposes? Bonne question, mais déjà pour venir sur le fait qu'il faut qu'ils lisent ce que je vais leur envoyer, c'est déjà un défi. Surtout des fois avec quelques-uns de mes gars, c'est un vrai défi. Mais c'est encore une fois, comment dans le truc de ce lien social... On a la même problématique avec les étudiants, rassure-toi. Mais comment dans cette problématique de créer du lien social, comment je vais réussir à lui emmener l'idée, l'envie de s'éveiller, à mieux pratiquer sa musculation qui vient à côté du foot. Je ne le fais pas avec un joueur qui ne va pas du tout à la salle à côté. Mais par contre, un joueur qui me dit « Tiens, j'ai à la salle, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Bien, tu as fait quoi avant dans ta journée? J'instaure une discussion. Redis-moi ta séance de salle quand même rapidement. Ouais, tu as fait ça. Tu vois, ça c'est pas mal, mais j'aurais peut-être pas fait ce jour-là. J'aurais peut-être pas fait ce jour-là. Tiens, je vois que ça t'intéresse. Regarde un petit peu, je vous ai préparé un doc. Voilà ce que tu pourrais faire tel jour, tel jour, tel jour. Et ensuite, ils ont un peu toutes les fiches. Je leur envoie les fiches de manière individuelle. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il me semble que j'ai peut-être oublié une question. Non. La question, c'était comment tu réagis si tu vois que le joueur, tu as prévu une séance de poussée le mardi, et tu vois que le joueur, il est complètement en dedans, parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait la veille, tu sais pas, ou tout simplement parce que tu te rends compte qu'il n'a même pas lu ton document. Quoi. Mais ça arrive, mais c'est de l'adaptation en temps réel. Comment, tiens, un joueur, il vient à la séance de muscu, il veut absolument faire, mais je vois qu'il est complètement lessivé de sa journée de boulot. Il commence à se mettre sous les barres, qui tremble un peu, c'est beaucoup moins fluide qu'à l'habitude. Tiens, regarde, ça tu vas le faire, tu vas te décharger de ça un petit peu, tu vas passer à 60%, je dis n'importe quoi, mais à côté, tu vas enlever l'exo d'assistance, tu vas me faire un petit peu de renfort de gainage, tiens, j'ai un ou deux exercices de prévention. Alors, malgré le collectif, tu es obligé de faire une individualisation. Tout le temps, mais je pense qu'il faut aussi... Il y a une grosse part de collectif, comment j'envoie mon groupe vers ce que je veux, mais il faut que je fasse attention à tout le monde. Et c'est pas facile quand on est tout seul en contexte amateur, mais on doit se forcer à le faire parce que l'individu, il doit se sentir bien dans sa pratique. Et on n'est pas que des sportifs de compète. C'est aussi quelqu'un qui vient au foot, à l'athlé, à la natation,
peu importe, et qui doit aussi s'accomplir dans son activité. Et le jour où c'est plus le cas, bah, ça va arrêter. Oui, et puis j'ai vu que tu avais des échelles de ressenti aussi. Ouais. J'imagine que le joueur, il est très sensible au fait de sa progression, de se sentir bien sur le terrain c'est le clair. dimanche lorsqu'il joue, C'est clair. se sentir bien, plus ou moins bien à l'entraînement. Ça ne doit pas être évident non plus de Non. pouvoir... C'est jamais simple. Mais c'est à nous aussi de trouver des petits feedbacks pour lui dire, bah, tiens, là tu vois, tu as progressé. Là tu vois ta posture. Essayer de, par exemple sur la posture en musculation, prendre en photo, première fois qu'il en fait, 2 semaines après, 4 semaines après, je dis, tiens, t'as vu là quand même, t'as progressé. Sur les tests, quand on va refaire un test de saut, etc. Tiens, t'as vu, il y a du progrès. Ah, Martin, le temps file. Ouais, je vais Déjà essayer d'accélérer un 15h15. petit peu. Je vais Je passer. ne sais pas comment tu as prévu le suite de ton Je vais- intervention. Juste, prévois-nous un temps pour le master, Ouais, la je préparation du vais, master, je vais etc. accélérer tout le reste. Je vais juste faire un petit point Désolé, sur le monitoring. Non, pas de souci. J'ai remarqué. On s'est attardé sur 2-3 sujets. C'était intéressant. Mais voilà, là, le contexte pro, c'est ce que je vous disais, juste vite fait. Là, l'avantage, c'est que vous travaillez directement dès le matin à 9h avec les personnes. Donc, pour votre construction de séance, c'est beaucoup plus simple de s'adapter. Là, c'est vrai que c'est le confort. Donc là, vous créez la séance avec le coach. C'est complètement différent. Là, voilà, on a un peu plus de séances type. Voilà un petit peu ce qui pouvait se passer pour du grand espace, et synthétiser en termes d'efforts recherchés, etc. Puis toujours cette dynamique, soit en W, soit en double pic, comme en dessous. Voilà, la gestion, j'y passe rapidement quand même, parce que je pense qu'elle est importante. Donc moi, j'ai dû adapter mes choix face à mon public. Je veux gérer la charge, je voulais faire plein de choses, je voulais mettre plein de questionnaires. Questionnaire Hooper, suivi de la performance au quotidien. Je voulais mettre, peut-être aller chercher des outils GPS, beaucoup trop chers. Des tests de fraîcheur nerveuse, j'ai que 3 séances. Si je commence à faire sauter mes 20 gars, tour à tour, à noter ce qu'ils viennent de faire, à comparer avec leur valeur de ref mon mardi, en fait, il y a 1 heure, on ne fait pas de foot. Donc, l'idée, c'était pas de faire ça, c'était de trouver quelque chose de simple. Et le plus simple, c'est pas optimal, c'est pas l'idéal, mais c'était le RPE. Le RPE, jamais seul, toujours suivi d'un échange. Toujours suivi d'un échange, parce qu'une réponse au RPE, elle peut être soit très haute, soit très basse, mais il faut derrière que j'aille chercher le vrai ressenti de mon joueur, comment lui se sent vraiment. Est-ce que la valeur, elle a vraiment un gros impact ou non derrière? Et la perspective, c'était justement d'éduquer pour aller au-delà de ce questionnaire RPE, essayer de différencier les ressentis plutôt cardio, plutôt musculaires, et sur l'aspect mental. Ça, c'est ce que je vais chercher à amener dans la continuité, et sûrement sur une 2e saison, si j'ai affaire au même joueur. Voilà, l'idée, c'était de créer des visuels pour le coach et pour les joueurs. Moi, j'utilise Power BI. Donc, je passe à la prochaine diapo. Voilà, à partir d'un questionnaire Google Form, les gars, ils me mettent leur nom, leur prénom. Ils me mettent leur nom, leur prénom. Ils m'indiquent leur RPE. Ils envoient. Je récupère tout sur Google Sheets. Et je renvoie sur mon Excel. Là, on ne voit pas beaucoup, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, un tableau de données. Ça fait peur au départ. N'hésitez pas à manipuler. Moi, franchement, je voyais ça à votre place en L3. Je me demande ce que je vais faire de ça. Mais utilisez Excel, regardez des tutos sur YouTube. Prenez votre temps pour faire ça. C'est ce qui vous professionnalise aussi l'apprentissage en dehors de votre formation, de votre cursus de formation. Donc voilà, là, par des calculs, je multipliais le temps effectif et mon RPE, et j'ai envoyé les visuels au coach. Donc là, j'ai mon RPE, un code couleur, suivant si on s'éloigne de ce qui était prévu. Désolé, on ne voit pas super bien. J'ai mon type de séance qui revient, mon temps effectif, ma moyenne du groupe. Et voilà, l'idée, c'est de se poser, par exemple, la question. Alors, je vais enlever le nom des joueurs, c'est parce que je ne leur ai pas demandé. Donc, dans le doute, je préfère qu'il n'y ait pas de mécontents et je les ai De enlevés. toute façon, on n'a pas besoin de leur nom. Par contre, c'est la démarche qui est intéressante. Donc, le pic rouge, c'est ce que lui a fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc là, on a un cas où il y a les 3 premières... C'est des séances, hein, c'est ça? Là, c'est tous les joueurs sur une même séance. D'accord, donc sur les 3 premières, là, on a Ouais. les 3 premiers exercices, c'est ça? Alors, Les 3 premiers pics, c'est quoi? là, c'est mes
3 joueurs avec la charge la plus haute. Ensuite, ils sont classés par charge la plus haute. Là, j'ai tout mon effectif qui était présent le mercredi 29 octobre. D'accord. J'ai mon type de séance, donc c'était une séance grands espaces. Moi, ça me permet de m'en rappeler quand je vais sur le logiciel, combien de temps effectif j'avais. Et là, ça me renvoie à la charge, leur RPE, le RPE qu'ils avaient répondu, avec un petit code couleur quand ils sont dedans. Le joueur qui est à 5, là, c'est Ouais. ça il est Ouais, c'est moins ça. performant sur le terrain, il est plus performant, comment? Bah non, mais c'est justement, c'est toute votre problématique à vous. C'est de trouver pourquoi mon joueur il est à 5 là. C'est important de se poser la question. Vous êtes en séance, la même séance, ce joueur-là, ça lui a fait répondre un RPE à 8 et l'autre, il est à 5. Maintenant, à vous de vous poser la question. Regardez au fil des semaines. À quoi il est plus sensible? Est-ce qu'il est plutôt sensible aux séances petits espaces, quand il y a beaucoup d'axels d'aisselle, ou aux grands espaces, à l'inverse? Quel poste il joue? Quel rôle il avait sur la séance? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée ou dans sa semaine à ce moment-là? Est-ce que lui, il est à 8 parce qu'au boulot, c'était super compliqué, je l'ai enchaîné? Ou est-ce qu'il était à 8 parce que, par rapport à son poste, il a été beaucoup sollicité par des courses? Est-ce que lui, c'est parce qu'il est en pleine forme et en plus, on l'a fait jouer dans un rôle où il n'a pas été si actif que ça? Bah, c'est toutes les questions, toute la problématique. Et ça doit me servir pour le coach à se dire « Ok, il s'est passé ça, ma séance, elle a donné ça. Moi aussi. » Et aussi, de réfléchir « Alors, cette séance-là, il faudrait peut-être qu'on change ça. Faudrait peut-être qu'on change ça. » Ou alors, lui donner un autre rôle. Et s'adapter au fur et à mesure, tout au long de l'année. Donc là, c'était sur la séance d'entraînement. Là, pour vous présenter sur la semaine, le coach, il a un petit récap. Ceux qui sont en dessous, généralement, comment je vais chercher à compenser. Parce que c'est ceux qui ont eu le moins de temps de jeu. Là, le match, il rentre en compte. Forcément, les titulaires, ceux qui ont eu le plus de temps de jeu, ils sont là. Là, j'ai juste passé des quartiles sur les petites lignes oranges et ma médiane. Essayer d'identifier ceux qui dépassent la médiane, ceux qui sont en dessous, comment anticiper mes Donc, prochaines a priori, semaines. les joueurs qui sont au-dessus de la médiane sont ceux qui sont titulaires et jouent beaucoup plus. Ouais. Donc, il n'y a pas de... D'accord. Et du coup, ça permet aussi à l'entraîneur de gérer la charge, enfin, le temps de jeu, j'imagine. C'est ça, de gérer le temps de jeu et puis d'anticiper la semaine. Est-ce que je vais avoir un bloc de plus pour mon groupe qui a moins joué la semaine d'avant, par exemple? Et là, pour le joueur, je lui fais un petit compte-rendu à la semaine. Parce que le joueur, si je lui demande juste de répondre au RPE sans lui donner de billes en retour, il va me dire « Il est gentil ton questionnaire, mais je ne vois pas à quoi il me sert. » Donc, je lui donne un petit peu. Alors ça, je lui aurais présenté, forcément. Comme vous, au départ, on se dit « Ouais, il part dans tous les sens, il y a des chiffres partout, je ne comprends rien. » Bon, on a pris un temps ensemble, en groupe, pour s'expliquer. Alors voilà, il a toutes ses séances sur la gauche. Il a la moyenne de l'équipe sur chaque séance entre les deux. Il a un petit peu ce que ça a donné par rapport à la cible du jour. Et il a un petit récap de sa semaine, tout à droite. Son rang par rapport à l'équipe, celui qui est plus proche de la charge qu'il devait atteindre, il se rapproche du rang 1. Ils l'ont de façon individuelle. Là, il a la charge moyenne du groupe, et là, il a sa charge moyenne sur la semaine avec la cible qu'il avait. Et là, en vert, j'aurais mis un petit code couleur. Quand on est dans les 10% en dessous et au-dessus de la cible, on est dans le vert. Quand on s'éloigne, qu'on est au-dessus de ces 10%, on est en orange. Quand on dépasse les 30%, on est entre 10 et 30% pardon, orange, et quand on dépasse les 30%, on est dans le rouge. Et là, c'est pareil. Je vais parler avec lui, j'adapte, je questionne ce que j'ai mis en place avec lui, je regarde ce qui se passe dans sa vie, comment il va, comment il se sent, comment il a digéré mes séances, et ça rentre dans le processus. Là, voilà, je vous le fais rapidement avec les pros, mais les pros, l'idée, c'est que c'est plus facile, parce qu'on a des AMS. En France, il y en a plein, où tu vas payer pour justement pouvoir faire ce monitoring plus facilement. Moi, j'ai tout construit de moi-même avec Excel et Power BI. Tous mes visuels, j'ai pu les créer tout seul. Et voilà, forcément, avec les pros, ça, je l'avais construit quand j'étais à Montréal, mais j'avais aussi mes petits codes couleurs pour les GPS par rapport à sa best performance. On s'affichait, plus on était dans le noir, plus on s'approchait de sa best perf. Ça nous donnait des valeurs. Alors là, les valeurs, elles ne vous disent rien, mais c'est à force de les côtoyer au quotidien, de voir un petit peu ce que représente telle ou telle valeur, qu'on a vraiment idée de ce que ça représente. Là, franchement, je suis désolé, c'est vrai que lâcher comme ça, c'est un peu compliqué. Là, pareil pour de la charge interne, avec l'AMS, avec charge aiguë, charge chronique, repérer les temps de développement et les temps de récup.
Venir rapide sur la gestion, prévention des blessures, juste vous donner la différence entre ce que je peux faire avec club amateur et club professionnel. Nous, on travaille avec un centre de kiné et un médecin du sport. Donc, si vous voulez, toute la partie prévention, je la passe un petit peu là. Pour vous donner une idée, je vais directement aller là-dessus pour le comparatif. Nous, en contexte amateur, on les prend beaucoup plus tôt que dans le contexte professionnel. Si vous voulez, dans le contexte pro, on a le confort d'être avec des kinés, une équipe médicale qui nous accompagne. Et là, dans le contexte amateur, on est un peu rapidement dans la phase 2, là, dès qu'il peut recommencer à courir. Donc attention à bien vous éveiller, bien regarder si vous avez des cours, notamment sur la prévention et sur la réathlétisation, de regarder ce que le joueur est en capacité de faire. Questionnez beaucoup. Beaucoup plus que quand le joueur va bien. Déjà, là, il faut le questionner beaucoup, mais là, le ressenti est super important. Comment je vais vraiment savoir ce que je fais et adapter, pardon, c'est que je vais lui demander en continu, pendant, avant, après. Et voilà, voilà, forcément, contexte pro, on revient plutôt à la fin de la phase 3. Enfin, dans la phase 3, pardon, le joueur peut toucher le ballon. C'est plutôt un confort. Petit truc à noter aussi pour le contexte amateur, il faut vous noter, pour vous dire qu'on décroche vraiment jamais. Quand il y a des rendez-vous avec la cellule, avec le médecin du sport et les kinés à prendre, ça passe par moi directement. Donc toute la semaine, je peux avoir un compte rendu, un joueur à envoyer, des choses à suivre, quoi. Donc c'est jamais de décrochage. Un joueur qui est blessé, je dois l'appeler. Je rentre de ma séance, t'as fait quoi? Ok, t'es allé courir. Tu ne pouvais pas venir pour le faire. Dans la mesure du possible, ils viennent en séance pour le faire. Comme ça, je peux contrôler ce qu'ils font. Je peux être avec eux parfois sur 1 ou 2 ateliers. Mais tu décroches jamais vraiment. Tu as toujours quelqu'un à voir. Okay, là, le contexte professionnel, tu vis au club. Tu es tout le temps au club. Tu te croises tout le temps. Contexte amateur, tu es tout le temps au téléphone. Moi, mon WhatsApp, je ne sais pas, j'ai combien de notifications par jour. Là, j'ai mis en mode avion, sinon, j'aurais été obligé de répondre. Tu as fait ce que les étudiants ne font pas forcément. Voilà, en compétition, vous savez, des basiques. Je prépare mon échauffement, je l'anime, je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. Oui, et puis il nous reste un petit quart d'heure, Martin. Je vais avancer directement. Je suis désolé de te presser comme cela, parce que c'est super intéressant. Pas de souci, non, j'avais prévu un peu gros. Alors voilà, ton parcours, et puis je reviens sur la masterisation. Ouais, à Lyon. Du coup, mon parcours, désolé, j'avais prévu un peu large. Il y avait pas mal de contenu, j'allais anticiper sur rebondir sur mon rôle d'adjoint. T'inquiète, tu reviendras. Mais bon, c'est moins important, ça. Peut-être que ça vous intéresse un peu moins. Mon parcours. Moi, j'ai commencé très tôt à faire de l'animation, stage vacances dans mon club. Donc, avant même 2018-2019, je faisais les stages vacances pour les U6, U7, U8, U9. Tu avais quel âge à cette époque-là? Moi, j'ai commencé à 14 ans. J'étais en U15 et j'ai fait mes premiers stages U6, U7 par hasard. C'est mon père qui m'a dit « tu vas aller t'occuper de tes vacances de la Toussaint » et ça m'a plu. Et j'avais 14 ans. Et j'ai su que c'est vers cette branche-là que j'allais tranquillement m'orienter. Et donc, dès que j'ai pu prendre une équipe à 16 ans, j'ai fait éducateur U9 et U9B. Il faut commencer par quelque part. Donc à Falaise, moi je suis de Falaise, là où j'ai eu mon bac, j'ai noté. J'ai fait mes premiers diplômes fédéraux à la suite de ça en 2019. J'ai fait mon CFF1. Tu t'en sors bien, tu aurais pu jouer au hand. On est mieux lotis. Désolé les handballeurs. Ensuite, et donc tu rentres en STAPS ensuite? Je suis rentré en STAPS en 2023, donc j'ai fait pas du tout en 2023, en 2020, pour avoir ma licence en 2023. Donc j'ai fait directement la filière ES, c'est ça qui m'intéressait. Donc là, j'ai continué dans le foot à 8, pas mal. J'ai vu un peu de foot à 11 sur ma dernière année de licence avec la senior R2, parce que j'ai fait quelques légères apparitions avec eux, et parce que je me suis aussi intéressé à comment on pourrait peut-être développer la prépa là-bas, mais ça restait des prémices. Hein. Et ensuite, j'y viendrai juste après sur le Master de Lyon, parce que je suis allé au Master de Lyon, je vous dirais, c'est un petit peu un concours de circonstances. Mais je me suis orienté du coup vers la voie de préparateur physique qui m'intéressait, j'avais 2 projets. J'y reviens dans 2 minutes. Et donc j'ai intégré le Gol FC qui était à l'époque en National 1. Donc j'ai pu être responsable de la préparation physique chez les U20 et adjoint de la U20 R2.
J'ai même entraîné les U18. À une époque, pareil, concours de circonstances, quelqu'un qui arrête, une opportunité à Le Gaulle prendre. FC, c'est à Lyon, c'est ça? Ouais, Grand Ouest Association Lyonnaise de football. Et voilà, gros club, beaucoup plus structuré que ce C'est que j'avais difficile connu. de trouver un club dans cette région, comme tu connaissais personne, j'imagine. Je vais un peu montrer après comment je fais ma démarche, mais non, c'était difficile. C'est jamais gagné, mais j'ai cherché tous les clubs qui pouvaient m'intéresser auprès de Lyon. J'ai envoyé des mails, des messages à tout le monde. J'ai fait tout ce qui était possible et imaginable. Au bout du compte, on fait peut-être 15 demandes, on a peut-être 5 réponses, mais au moins on peut commencer à discuter. Et attention aussi, soyez vigilants à ça. Des fois, les clubs, au départ, premier abord, ils ne vous proposent rien. Ils vous disent, ouais, parfois les cours, est-ce que tu peux zapper, venir avec nous? Il y a un club à Lyon qui m'a proposé ça. Je ne savais pas lequel. Il m'a dit, ouais, mais par contre, il faudrait que tu n'ailles pas en cours les après-midi de la semaine. Moi, je descendais à Lyon. C'était pas non plus pour faire du tourisme, mais être que dans le club. Donc au final, je dis non une première fois, il me rappelle même si je te donne 200, si je te donne 300. On réfléchit, mais après j'ai fait le pour et le contre et je venais vraiment aussi pour la formation. Donc j'ai décidé de partir au Gaulle FC. Donc là on avait toute une structure, ce que j'ai pu découvrir, la structure d'un pôle préparation physique avec quelqu'un au-dessus de moi, là, des consignes, une méthodologie club. Donc j'ai pu l'appliquer 1 an et demi avec eux. Et ensuite, pour finir mon master, il y a eu l'opportunité à Lyon. En fait, ceux qui gèrent la préparation physique à Montréal, c'était des anciens étudiants de Lyon. Donc ils ont envoyé une demande, enfin une offre de stage. Moi, j'y ai répondu avec un collègue à moi, parce que c'était une offre pour 2. Et on a dit, on postule, on a été pris, par chance. Et en janvier dernier, l'année dernière, il y a 1 an, on est parti pour les 6 mois faire prépa dans leur centre de formation. Et voilà. Donc après, là, je ne vais pas y venir tout de suite, parce que je vais vous montrer comment j'ai pu rentrer ici à Lamos. Mais voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui. Juste avant de nous expliquer cela, comment tu t'y es pris pour faire ton dossier de master? Ah, mon dossier de master. Mon dossier de master. Pour postuler, parce que postuler. Nos étudiants, je pense qu'il y en a quelques-uns qui veulent postuler. Postuler. Alors, si je me souviens bien, voilà, déjà, vous avez toutes vos notes à répertorier. Et surtout, si vous pouvez aussi déjà démarcher des clubs, dès à présent. Ça vous donne avoir une des bonne lettres de piste. référence. C'est ça. Alors, des lettres de référence. Si vous avez la chance aussi d'avoir bien travaillé, normalement, vous pouvez aller auprès des professeurs. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir. Et c'est un gros plus. C'est que j'avais l'embarras du choix sur ma sélection de master. Mais surtout, voilà, c'est aussi les clubs. Dire, par exemple, je viens chez vous, mais j'ai ça. Mon projet, c'est ça. Je vais y venir, essayer de construire quelque chose de synthétique, mais où vous présentez votre projet à court, moyen et long terme. Si les gens en face, là, qui font le jury d'acceptation, ils savent où vous voulez aller, c'est rassurant. Lui, il sait où il veut aller, je peux le prendre. Parce qu'il va venir, il ne va pas glander dans ma formation, il ne va pas être là, il ne sait pas encore où il veut aller, ça se trouve, dans 2 mois, il arrête. Alors, à l'époque, tu savais que tu voulais être dans la préparation physique? On est bien d'accord? Je savais, j'avais 2 projets et j'avais construit un peu les 2. D'accord. Donc, tu as choisi plusieurs masters, tu as postulé un peu comme tu as fait pour les clubs. J'y viens tout de suite, D'accord, un peu comme j'ai excuse-moi, fait pour les clubs. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il ne me reste plus que 15 Ouais, minutes. je me dépêche, mais pour vous faire l'histoire courte, l'Université de Rouen, ils proposaient un master plus orienté data et analyse vidéo qui m'intéressait beaucoup, donc c'était mon projet, un de mes projets. J'avais le deuxième projet d'être préparateur physique. Donc l'idée, c'était de choisir l'un ou l'autre. Et le master de Rouen, il avait des petits soucis. Il a fermé pour réouvrir, et moi, il a fermé pour les acceptations master. Donc je me suis orienté vers celui de Lyon. Celui de Lyon, pour vous faire rapidement, mais pas pour vous le vendre, pas pour faire de mauvaise concurrence à celui de Caen, mais super intéressant. Vous avez des gros intervenants. Niveau foot, vous avez Alexandre Delal, qui a été mon tuteur de mémoire, qui j'ai eu des contacts. On a pu faire un article dans Vestiaire Magazine. Les footeux, normalement, vous devez connaître, c'est important. On a eu des profs comme M. Deveau, qui a été entraîneur des équipes de France de biathlon, de ski de fond. Vincent Pialou, spécialiste du sport en altitude. Il y a eu plein, voilà, dans l'idée, c'était vraiment des sportifs profs haut de gamme, très orientés, prépa physique et prépa mentale. Vous avez double cursus et vous êtes initié aux 2.
forcément, on a soit la tâche pour l'un et pour l'autre, et des fois, ça peut être un peu compliqué de devoir autant s'investir dans une deuxième branche. De toute façon, ils vous font faire le choix. Vous devez tout apprendre, mais vous avez quand même un choix. Et niveau préparation physique, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même très très pointilleux. Le bassin lyonnais, vous avez énormément de clubs bien structurés, des talents. Franchement, je ne dénigre pas ici, je suis revenu, hein. J'aime beaucoup la région. Mais là-bas, vous avez un nombre de talents et une structuration. Alors, quand tu as postulé à Lyon, tu connaissais cette tout. richesse du vivier lyonnais? Du tout. À vrai dire, Tu l'as moi, découvert parce que tu as été accepté, quoi. ouais. À vrai dire, moi, j'étais un petit peu peureux à l'époque. Rouen, ça me rassurait, parce que j'étais pas loin de chez moi. Puis à un moment, il faut prendre des initiatives, il faut se dire on y va. Donc j'ai été à Lyon et j'ai tout découvert là-bas. On fait forcément, on rencontre de nouvelles personnes et c'est super intéressant. Vous avez un nouveau réseau en sortant de ça. Alors, pour être pris également sur le master, donc tu nous as dit des lettres de référence, des entraîneurs, de tes enseignants, mais aussi tu disais les notes de L2 et certainement du premier semestre de L1. Tu te souviens à peu près si les notes ont joué beaucoup dans ton acceptation ou pas? Aussi. Tout en restant humble, Non, je mets l'impression sur les étudiants. Ouais. Là. J'avais la chance, où j'ai travaillé pour avoir un bon dossier. J'avais 14 environ. J'avais fait, si je ne me trompe pas, sur la remise des diplômes, parce que je n'y étais pas, ce qu'on m'a transmis, j'avais fait major sur la L3. Oui, donc il n'y a pas de secret. Donc il n'y a pas de secret. Après, vous êtes dans un milieu, il faut travailler. Hein. Vous ne pouvez pas glander. Des fois, on a des moments de repos. Mais vous voulez faire ce métier-là, en master, je me souviens, je suis arrivé là-bas déjà. En fait, ton profil, excuse-moi, je te coupe, hein, Ouais, mais pas de souci. c'est pour essayer d'éclaircir un petit peu pour nos étudiants. Alors, si je comprends bien, tu as renoncé à Rouen parce qu'il n'y avait pas la formation et tu t'es orienté vers Lyon. Tu as fait d'autres demandes ou pas? Non. Ah oui, donc tu étais sûr de toi. Si, j'avais demandé Marseille aussi. C'est parce que je suis pour Marseille, je suis pour l'OM. Non, mais au-delà de ça, Oui, donc vraiment tu as pris mes deux entre guillemets, prioritaires. un certain risque, mais compte tenu de tes résultats scolaires, Ouais, universitaires, le risque alors, était diminué, quoi. Je vous conseille pas, mais voilà, j'ai peut-être manqué un peu d'humilité, mais j'étais sûr de moi en fait. Je savais où j'allais, je savais que ça le ferait. Genre, j'étais convaincu. Ah, mais c'est bien. Et c'est pareil quand on est convaincu qu'on peut apporter quelque chose à un club, soyez convaincu quand vous faites votre demande. Après, je vous conseille pas. J'avais demandé aussi Rennes quand même, j'avais élargi quand même, j'avais 4. Mais moi, je vous conseille de demander à un maximum. Dans le cas où vous doutez un petit peu, demandez quand même partout. On va quand même le préciser. Ouais. Ouverture des masters et surtout. Ouais. Et puis peut-être aussi de prévoir un plan B. Et prévoir aussi un plan B, il n'y a pas que les masters. Il y a les DU, diplômes fédéraux. Et je vais ajouter juste un truc aussi. Après, je peux poser ça. Juste un truc aussi. Là, je parle de mes notes, j'étais sûr de moi ou quoi. Ça fait en aucun cas de moi quelqu'un de plus compétent que vous ne pouvez l'être, ou quelqu'un qui avait des moins bonnes notes ou des meilleures notes. C'est vraiment la partie théorique. La partie terrain joue un peu aussi. Et surtout, vous avez eu une licence, un master, ne prenez personne de haut. Soyez humble, vraiment, restez humble. Remettez toujours, ayez des certitudes dans ce que vous faites, dans votre métier. Remettez toujours en question, ayez un esprit critique. J'y viens juste après. On peut faire ta question si tu veux. Mais sur les qualités à avoir. Et ensuite, je vous fais vite fait comment j'ai conçu mon projet. Noah Méry, étudiant ES et donc spécialité handball. J'avais une question pour le master, si du coup, après toi, ton expérience que tu as pu avoir, si tu penses que c'est plus intéressant de le faire en alternance ou alors du coup en formation initiale avec des stages. Forcément, l'alternance, vous avez tous envie de l'alternance parce que vous êtes rémunéré pour ça. Mais la vérité, je peux vous dire, vous arrivez... Alors, quand vous êtes déjà dans la structure, décrocher une alternance, pourquoi pas? Vous arrivez dans une nouvelle structure, dire je veux une alternance, faites déjà un an chez nous. Moi, à Gol FC, c'est ce qui m'est proposé. Sauf que j'avais eu le choix, la possibilité Montréal entre-temps. L'idée, c'était de faire une première année en tant que stagiaire et la deuxième en tant qu'alternant. Après, comme à Caen, il y a la semaine alternant, il n'y a pas cours. Il y a une semaine sur deux, il y a cours, une semaine vous avez cours, une semaine c'est alternant. Donc quand vous êtes stagiaire, en fait, vous avez beaucoup de temps libre pour travailler, lire, vous détendre aussi un petit peu. Mais travailler, lire, vous renseigner sur votre sujet, être curieux. Et là, je vous ai mis un petit peu
un petit peu le contexte, voilà, il y a un fort engouement dans le sport. On n'a pas forcément plus de moyens en France. Donc il faut se démarquer dans la masse. Dans la masse, hein, on est une masse à chaque fois de préparateurs physiques, hein, on est sûrement futurs collègues hein, tous. Hein. Bah, vous êtes tous une concurrence. Mais je ne vous vois pas dans le négatif, c'est aussi dans le positif, c'est bien, vous allez faire des choses. Peut-être que là aujourd'hui je suis à Lamos, je ne sais pas, hein, j'espère y être. Peut-être que demain j'y suis peu, c'est un d'entre vous qui y est. Mais il faut que vous vous démarquiez parce que vous êtes en concurrence entre vous, entre des gens qui sont déjà dans le circuit, entre des gens qui vont devoir avoir plus de diplômes, des fois moins de diplômes. On a un métier qui est encore structuré un peu bizarrement. Hein. Il n'y a pas forcément une grande différence entre les diplômes dans le statut de préparateur physique. Hein. Donc moi, ce que je vous disais, bon, voilà, forcément savoir, savoir-être, savoir-faire. Lier les trois, avoir les connaissances. Là, ce sont des termes que nos étudiants connaissent, Ouais, puisqu'ils c'est doivent pour en ça. parler le jour du compte-rendu. C'est avoir les connaissances. Je connais mon métier, je connais les bases théoriques, je connais ce qui doit s'appliquer dans ma discipline, je connais ma discipline, etc. Savoir-faire, j'ai mis en place sur le terrain, j'ai expérimenté des choses. Et savoir-être, je vous ai dit, toute la notion relation humaine, sociale. Donc, je dis, il faut être sociable, entreprenant, il faut pouvoir ramener quelque chose aux gens. Pas simplement passif, autonome, ne pas tout le temps avoir peur. Se tromper, c'est pas grave. Moi, des séances et des échauffements que j'ai totalement foirés, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait. Et j'en ai réussi d'autres. Mais j'en ai réussi parce que j'en ai raté d'autres. Vous allez vous tromper, je pense, toute votre vie. Hein. Toute votre vie. Donc, n'ayez pas peur, soyez entreprenant. Amenez quelque chose aux gens avec qui vous travaillez. Et humilité, moi, je la mets en 1. Hein. Moi, humilité, pour moi, c'est... Alors, c'est important ce que tu dis, puisque Franck Doudet a commencé sa conférence il y a quelques semaines par ce terme d'humilité. Hein. Ouais. Et ça, c'est peut-être le point d'achoppement le plus important aujourd'hui si on veut réussir. Quoi. Ouais, pour passer ensuite à la suite, pour ça j'avais mis une petite courbe là sur justement l'humilité. Quand on croit tout savoir, au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On monte tranquillement ensuite dans l'apprentissage. Moi c'est surtout arrivé avec l'arrivée en master. J'ai pris quand même une bonne vague par le changement de contexte. Mais voilà, soyez humble. Avant d'être quelqu'un d'hyper compétent, soyez quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Vous pouvez être l'homme le plus compétent du monde. Si vous êtes quelqu'un nonchalant, mauvais, pas humble, prenez les gens de haut. Ouais, vous allez pouvoir vous débrouiller. Mais les gens, ils n'ont pas envie de travailler avec vous. Et je vous assure qu'on appelle déjà les gens avec qui on a envie de travailler. Là, c'était comment j'ai construit mon projet. Je vous l'ai fait très rapidement. L'année dernière, l'été dernier, avant de finir à Montréal, je dis l'été dernier, mais c'est en avril de l'année dernière, il y a 1 an. Ouais. J'ai créé mon projet, je me suis dit comment je vais réussir à cibler et à avoir ce que je veux. Donc mon projet c'était, je voulais sortir un peu du contexte pro, je voulais retrouver un contexte où je pouvais créer une cellule de préparation physique, c'est vraiment ça qui me branchait. Construire, partir de zéro et faire. Donc j'avais ciblé les clubs normands et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec plutôt comme objectif d'être prépa sur une équipe senior et puis de construire ma petite structure prépa à travers. Les démarches, comme je vous ai dit, j'ai démarché autant de clubs que j'ai pu. Chaque numéro de téléphone, chaque email, LinkedIn, j'ai tout fait. Vous n'aurez pas tout le temps des réponses. Hein. Tu me fais penser à Adrien Dutertre, préparateur mental, qui nous expliquait que pour lancer son activité, il avait pris tous les clubs normands, il les avait tous démarchés. Ouais, donc ça vous fait échanger avec plein de personnes. Et même si ça n'aboutit pas, les gens vous connaissent. Ouais, j'ai échangé, j'ai eu un appel téléphonique avec lui. Bon, ok, donc tu me connais maintenant. Donc tu me connais, mon nom il va te faire écho. Ça ne marche pas cette année, peut-être que ça va me servir l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans. Et là, je vais finir rapidement, mais vous dire aussi, servez-vous de vos connaissances, de vos contacts. N'ayez pas honte d'avoir déjà un réseau. Même si c'est un lien proche, même si c'est un parent, même si c'est un cousin, utilisez-le, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, j'ai créé l'opportunité, donc j'avais besoin de ce BMF pour aller vers ce milieu-là. J'ai présenté à chaque club mon projet, création d'outils, création de méthodologie, création d'une cellule PP, et j'ai trouvé un accord avec l'AMOS. Et là, c'était mon projet à moyen et long terme. Donc j'avais, dès le mois d'avril, relancé M. Brézachet pour savoir si, dans les années à venir, je n'ai pas forcément parlé cette année, mais il cherchait du monde. Mais c'est jamais perdu. J'ai créé un lien. Et en septembre, il m'a rappelé. Donc j'ai créé le lien. Ensuite,
la structure. Et là, j'ai fait marcher mes liens. Bah, mon parrain, en fait, c'est celui qui gère à Caen-la-Fan, Guillaume Travers. Donc, en fait, je ne l'ai pas fait d'un coup. Je lui ai aussi montré que j'étais capable de travailler dans ce milieu-là. Mais au fur et à mesure du temps, là, depuis ce début d'année, je viens avec eux en tant que vacataire. Et ensuite, acquérir de l'expérience. Alors ça, je ne sais pas, peut-être y retourner dans le monde professionnel, pourquoi pas. Ça, à l'instant T, quand je l'ai créé, c'était mon envie. Mais là, peut-être plus forcément le cas. Je suis bien où je suis, en tout cas. Et là, j'ai mis quelques ouvrages, vous pouvez regarder, prendre en photo si vous voulez garder. Et je vais conclure là-dessus, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, puis je vois qu'au niveau heure, on est déjà pas mal. Malheureusement. Eh bien, on va remercier Martin pour cette riche présentation. Merci beaucoup. Merci à tous. Un grand merci à toi parce que c'était très complet.